Chers amis, chers abonnés, bienvenue sur le Top d'un chef, une chaîne qui s'intéresse aux grands chefs d'État du XXe siècle. Et je peux vous dire que j'en ai traité des chefs d'État. On a parlé du colonel Nasser, on a parlé de Tito, on a parlé de Milosevic, on a parlé de Staline, de Franco, de Salazar. Mais venons-en au sujet d'aujourd'hui. Comme vous le savez, j'apprécie l'histoire. En tant que passionné, j'ai été souvent amené à parler d'histoire, en particulier aux amis et aux proches qui partagent ma passion. Or, quand on sait l'importance de la Seconde Guerre mondiale dans l'histoire, vous pourriez croire que le régime hitlérien ait été la tarte à la crème des multiples discussions que j'ai pu avoir dans ma vie, que c'était le dernier des lieux communs. Et je dois vous avouer que ce n'est pas vraiment le cas. Dans mon souvenir, l'Allemagne nazie, finalement, on n'en parlait pas tant. Je m'interrogeais sur la Révolution française, sur l'Empire ottoman, sur Henri VIII, sur Napoléon, Napoléon III, Pétain, tout ça j'en parlais souvent, parce que ça me passionnait. Mais le régime nazi, j'ai pas souvenir d'en avoir disserté tant que ça. En tout cas pas sérieusement. Et en préparant cette vidéo, je me suis demandé quelles étaient les raisons de cet empêchement. J'en ai trouvé 3. La première raison, c'est que nous étions passés par le collège, qui avait sur le sujet étanché notre soif. On nous avait assommés avec des analyses en cours d'histoire, des textes en cours de français, des films en cours de philo, des visites, des pièces de théâtre, tout un tas d'activités et de sujets d'études divers visant à décrire et dénoncer le génocide juif, tant et si bien que j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Ce génocide, j'avais l'illusion de l'avoir compris. Je me trompais, il ne suffit pas de connaître pour comprendre. Mais enfin, la répétition et la lassitude avaient asséché ma curiosité, en fait. À l'époque, j'étais affamé d'histoire de France. Et cette histoire-là n'en faisait pas partie, à mon sens. Et je plaignais les Allemands, obligés de composer avec ce passé-là. Je suis pas né allemand, et je dois vous avouer que c'est plutôt une satisfaction, car comme historien et comme citoyen, j'aurais craint de me couper les doigts incessamment en essayant de dénouer tous ces barbelés. En tout cas, il y avait une lassitude sur ce sujet, et cette lassitude, je sais que vous êtes nombreux à la ressentir, et je vais vous donner un conseil aujourd'hui, avant d'aller plus loin, si je suis amené à faire davantage de vidéos sur ce sujet. Mon conseil, c'est de tuer cette lassitude. Je vous demande de retrouver l'innocence de l'enfant que vous étiez avant de constater cette boucherie qui a bel et bien eu lieu, et avec laquelle nous, Européens, nous devons composer. La deuxième raison pour laquelle je ne parlais pas de ce sujet, c'est qu'il était devenu, au fil du temps, une sorte de motif de suspicion qui me mettait sur la défensive. À chaque fois que quelqu'un avait besoin de m'expliquer en quoi la dictature c'est mal, en quoi la guerre c'est mal, en quoi la stigmatisation c'est mal, et qu'il était soucieux d'économiser sa salive, il convoquait le spectre d'Auschwitz. Ce spectre est censé remplir d'effroi et de scrupules celui que vous sermonnez. Il est censé être un argument historique, relativement bon marché, et susceptible de mettre votre adversaire en difficulté. Or, cet argument, juste parce qu'il a été trop employé, parce qu'il a été galvaudé, a fini par devenir impropre à toute démonstration. Je trouvais que quelqu'un qui me contredisait en faisant un parallèle avec Hitler tombait dans une facilité à même de me conforter dans mes opinions. À force de voir surgir le même épouvantail, déclenché sur les mêmes ressorts et toujours après les mêmes propos, eh bien, on le regarde comme un jouet, dont les mécanismes bien connus n'ont plus de mystère pour nous. Le Troisième Reich, ce n'était plus vraiment un sujet pour moi. C'était ce dont je ne voulais plus tirer de leçons abusives. C'était ce qui m'empêchait de réfléchir. Mon second conseil sera donc d'arrêter de faire de Hitler une sorte de mythe, une sorte de mauvais argument, et de le replacer dans une réalité. Ce qui s'est passé en Allemagne, c'est bel et bien passé. Et si un jour, vous voulez faire de l'histoire, il va falloir se pencher dessus et en tirer des leçons de façon sérieuse. Il y avait aussi une troisième raison, je ne l'ai comprise que plus tard. Les deux premières, tout le monde les connaît et tout le monde les dénonce. Mais il y avait une troisième raison, et elle, on ne la mentionnait pas. On ne la mentionnait jamais. On la déguisait en la première ou la deuxième raison. Cette troisième raison, c'est que nous abordons l'histoire souvent avec des intentions. On veut prouver ou démontrer certaines choses. On veut par exemple, pour ce qui est de l'histoire du XXe siècle, celle que j'ai traitée, pour ma part,
On veut par exemple dénoncer le mythe de l'égalité et les atrocités qui l'ont entraîné. C'est un but important puisque les horreurs du communisme asiatique sont susceptibles d'infléchir notre jugement sur l'histoire et sur la philosophie. Mais ces intentions que nous avons, elles nous donnent un angle pour regarder le XXe siècle et en dénoncer les dernières horreurs. Le régime nazi, à ce moment-là, se trouve dans un angle mort. En effet, chez les nazis, il n'y a aucun éloge de l'égalité. Bien au contraire, tout chez Hitler n'est qu'un éloge de l'inégalité. Une inégalité raciale surtout. Il promouvait un retour à des valeurs beaucoup plus froides, plus cyniques, une forme d'élitisme et d'héroïsme, un culte des hommes supérieurs, un nationalisme agressif. Et figurez-vous qu'aussi on tuait, en tout cas on se battait, par amour de la nation allemande. Et si tout cela ne va pas dans le sens de nos démonstrations, eh bien on ne le sollicite pas. On se déshabitue à le convoquer. Et le sujet reste sur la table d'à côté, peu mobilisé car peu utile. Est-ce que cette histoire offre un démenti à des choses que beaucoup ressentent, comme l'amour de la nation, ou la croyance en l'inégalité des peuples? C'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette histoire est le démenti de quelque chose. Reste à savoir de quoi. Alors aujourd'hui, si vous êtes d'accord, on va essayer de soulever le couvercle et de plonger la main un peu dans ce sac de scorpions. Décryptons un phénomène bien mal compris aujourd'hui. Nous allons parler de l'ascension du nazisme. La première facilité que j'ai trop souvent rencontrée, c'est de charger exclusivement la personne d'Adolf Hitler pour épargner la nation qui l'a porté au nu. Et pour ça, j'ai une citation de Baldur von Schirach qui est assez éclairante. C'était le chef des jeunesses hitlériennes. Au moment des procès de Nuremberg, il sera pratiquement le seul ou l'un des seuls à montrer des remords en ce qui regarde son passé. Et il dira ceci: la catastrophe allemande ne provient pas seulement de ce que Hitler a fait de nous, mais de ce que nous avons fait de lui. Il n'est pas venu de l'extérieur, il n'était pas, comme beaucoup l'imaginent aujourd'hui, une bête démoniaque qui a saisi le pouvoir seul. C'était l'homme que le peuple allemand demandait et l'homme que nous avons rendu maître de notre destin en le glorifiant sans limite. Car un Hitler n'apparaît que chez un peuple qui a le désir et la volonté d'en avoir un. Ce qu'il dit est assez frappant. La catastrophe ne vient pas seulement de ce qu'Hitler a fait de nous, mais aussi de ce que nous avons fait de lui. Est-ce à dire que Hitler ressemblait à l'Allemand moyen ? Peut-être. En était-il une sorte de déformation par caricature ? Je le pense. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi les Allemands se sont trouvés un type comme ça ? Parce que les Allemands étaient antisémites, non ? Mais on pourrait dire qu'il y avait un antisémitisme en France aussi à l'époque de l'affaire Dreyfus. Et très exacerbé en plus. Pourtant, on les a pas exterminés, à ce que je sache, pendant la guerre de 14. Et c'était pas faute de les accuser de saper l'unité nationale. Il faut croire que l'Allemagne de l'entre-deux-guerres a suivi une trajectoire tout à fait spécifique. Mais tu sais quoi ? On va pas parler de l'antisémitisme aujourd'hui, d'accord ? On en parlera en son temps, même si aujourd'hui c'est vrai qu'on se focalise beaucoup dessus, ce n'est pas l'élément moteur de la montée du nazisme. C'est certainement un élément moteur de sa déchéance morale, ça je peux le croire, mais l'élément moteur de son ascension, c'était plutôt quelque chose comme de la frustration. L'Allemagne était d'abord profondément perturbée par les conséquences de la Première Guerre mondiale. Parce qu'en 1918, le pays était vaincu. Je ne dis pas qu'en 1918, le pays est détruit. D'accord, je choisis mes mots, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il est vaincu. Il a conduit pendant près de 4 ans une guerre totale pour arriver à une défaite. Les Allemands ont vécu la Marne, Tannenberg, Verdun et la Somme. Mais tout ça pour rien. Le malaise des soldats est profond. Ils ont le sentiment que le courage et l'héroïsme allemand a été complètement gaspillé, qu'ils ont payé 2 millions de morts pour strictement rien. C'est une énorme différence avec nous, parce que les poilus français, ils ont souffert aussi. Mais ils sont morts pour la France. Et on peut le dire, on peut l'écrire sur nos monuments. On peut l'écrire avec fierté parce que c'est vrai. On leur rend honneur, d'autant plus sûrement qu'ils nous ont apporté les fruits d'une victoire. Ils ont protégé la France de l'invasion des Allemands. Mais les poilus allemands, eux,
qui ont fait sacrifice de leur vie, eux, ils sont morts pour rien. Leurs dépouilles ne valent à l'Allemagne que le sentiment d'une épouvantable dilapidation. On a réalisé une guerre totale, le plus effroyable effort qu'une nation puisse s'engager dans sa vie, une quantité infinie de souffrance, et au bout du chemin, il n'y a même pas la victoire. La mort n'a rien résolu, elle a fait commencer, au contraire, le lourd problème de la conscience allemande. On les a envoyés au front, et pour la première fois dans l'histoire de la Prusse, on ne peut pas les glorifier. Et je crois que c'est de là qu'il faut partir pour raconter cette histoire. Devant un désastre pareil, le Kaiser, vous le savez, n'a pas pu se maintenir sur le trône. Il tombe pour faire place à un nouveau Reich, petit bourgeois, partisan de l'apaisement, avec un nom assez bonhomme, la République de Weimar. C'est le nom d'une charmante petite ville de Thuringe où sa constitution a été rédigée. Weimar, c'est un nom évocateur. C'est quand même la ville de Goethe, de Schiller, de Liszt. C'est un signal très positif envoyé au pays vainqueur. Rassurez-vous, chers ennemis, on dépose le casque à pointe et l'épée, on dépose l'aigle des Hohenzollern pour faire renaître de ses cendres un pays d'art et de lettres. Et de plus, la constitution de Weimar est très étonnante, très démocratique, extrêmement démocratique. Suffrage universel masculin et féminin, avant la France, hein. Tous les droits fondamentaux garantis, séparation des pouvoirs, élection du Reichstag au scrutin proportionnel. Le Reichstag, c'est quoi? C'est l'Assemblée nationale. Scrutin proportionnel? C'est démocratique, ça? Ah oui, tu sais, souvent on oppose le scrutin proportionnel, hein, la Chambre se fragmente dans les mêmes proportions que le corps électoral dans sa globalité, et le scrutin majoritaire, avec des circonscriptions, où chaque circonscription donne son siège à un gagnant et un seul. Le gagnant de la circonscription rafle tout. Nous, en France, on a un scrutin majoritaire pour les législatives. Weimar, c'était un scrutin proportionnel. Donc le proportionnel est le plus démocratique, effectivement. Il l'est davantage, oui, mais la contrepartie, c'est qu'un tel système aboutit à une chambre très divisée, et donc très instable. Le gouvernement n'arrive pas à avoir une majorité, et donc on arrive à des situations où les partis sont obligés de mettre de côté leurs opinions propres pour faire des alliances nécessaires, parfois des alliances avec des partis qui peuvent être extrêmement radicaux, et cela à seule fin de pouvoir gouverner, tout simplement. Mais ce n'est pas quelque chose d'inéluctable non plus. En tout cas, on décrit parfois le régime de Weimar comme étant un régime faible et indécis. À cette époque, il y a un courant très important intellectuellement qui s'appelle la Révolution conservatrice, qui ne va pas cesser de dire du mal de cette république. Et pour être honnête, le peuple de façon générale a la médisance facile en ce qui concerne ses propres élites. Régime faible, régime de bourgeois, les intellectuels de la Révolution conservatrice diront même que c'est un régime dissolvant. Mais je crois pas que ce soit un régime vraiment faible. Je me souviens, dans la série sur Lénine, tu disais que la révolution spartakiste, avec Rosa Luxembourg, tout ça, avait été réprimée par la République de Weimar. Donc c'est un régime qui est capable de réprimer quand même. C'est pas un régime faible. Effectivement, c'est un débat compliqué. Tu as raison, les corps francs ont réprimé les spartakistes en janvier 1919. Donc on n'a pas du tout l'impression que c'est un régime faible. Disons que c'est un régime qui n'a pas la même capacité à incarner le peuple. À cause de ce système de partis, c'est toujours un parti qui n'est même pas majoritaire, qui est légèrement au-dessus des autres, qui va se retrouver à gouverner. Ici, c'est le SPD, le Parti social-démocrate, qui presque par hasard se retrouve à devoir gouverner un ensemble vaste d'Allemands qui lui sont souvent hostiles. Toute l'ironie qui saute aux yeux, c'est qu'on parle de démocratie et même de scrutin proportionnel pour avoir un gouvernement qui ne correspond pas du tout aux attentes de la majorité du peuple. C'est une ironie qui se trouve très souvent dans l'histoire des démocraties en Europe. Cependant, je ne sais pas si on peut dire que ce régime est fort, mais en tout cas, il est protégé par l'armée. L'armée a connu la défaite de 1918, elle ne peut pas conserver sa monarchie, et donc elle prend le parti de protéger ce nouveau régime, elle surveille qu'il ne se bolchévise pas pour conserver l'ordre. Parce que pour l'armée, l'ordre, c'est le plus important. Il ne faut pas que l'Allemagne sombre dans la guerre civile, et c'est une question très importante. Elle aurait pu. On a vu ce qui s'est passé en Russie. On a vu ce qui s'est passé parfois aussi en Hongrie, en Italie, etc. Donc l'armée veut garantir l'ordre, et pour ça, elle prend le parti de protéger la République de Weimar. Et c'est important à avoir en tête, la République de Weimar n'est pas du tout comme la République française.
elle reste extrêmement dépendante de l'armée. C'est l'armée qui est la véritable détentrice du pouvoir en Allemagne, alors que c'est pas du tout ça qui se passe en France. À l'issue de la guerre, les Allemands doivent accepter le traité de Versailles. Mais pour eux, c'est pas le traité de Versailles. C'est le diktat de Versailles. Le diktat, c'est-à-dire, ils pensent qu'à Versailles, on les a, je cite le politicien Stresemann, traités comme des chiens exclus des peuples de la terre. Mais ils s'attendaient à quoi? Ils ont perdu la guerre qu'ils ont eux-mêmes provoquée. Ils croyaient qu'on allait les accueillir avec des bouquets de fleurs? Apparemment, ils s'attendaient à être traités comme le voulaient les 14 points de Wilson, c'est-à-dire que les peuples germaniques seraient tous en Allemagne en raison de l'application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est pas le cas? Le traité de Versailles, s'il paraît si lourd, c'est d'abord dans sa forme. Pendant les 5 mois de négociations préparatoires, l'Allemagne a été purement et simplement exclue. Le traité lui a été présenté le 7 mai, elle disposait de 3 semaines pour formuler des objections, lesquelles furent toutes rejetées. Au final, on obtient une dizaine de paragraphes, commençant par « L'Allemagne renonce »,« L'Allemagne renonce »,« L'Allemagne renonce ». La lecture a donc été un peu rude, tout ceci devant être signé dans un lieu humiliant, la très symbolique Galerie des Glaces de Versailles, où le 18 janvier 1871, l'Empire allemand a été proclamé, vous vous souvenez, et il paraît que Versailles, c'était donc un choix provocateur. Personnellement, moi, ce que je trouve provocateur, c'est que l'Empire allemand dut être proclamé au cœur du département des Yvelines, mais dans l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, ce détail n'aura l'air de choquer personne. Bref, voilà pour la forme. Ensuite, il y a le fond, un fond qui n'est peut-être pas si injuste, on va le voir. Si l'on suit bien le principe d'autodétermination, les Allemands se serait attendu ou aurait trouvé gentilhomme de soumettre tout arrachement à un référendum préalable. De tels référendums ont-ils eu lieu? Eh bien, la réponse est oui, dans 2 cas. Le Schleswig au nord et la Haute-Silésie qui est restée allemande. Mais pas dans les autres cas. Si l'on tire le bilan territorial, il y aura principalement 3 territoires séparés. Le premier, c'est le nord du Schleswig, devenu danois après référendum. Le second, c'est ce petit paradis terrestre qu'on appelle l'Alsace avec la Moselle, petite en superficie mais grande par leur symbolique. Le troisième, enfin, c'est le port de Danzig et la Poznanie, territoire utilisé pour recréer un pays disparu il y a fort longtemps, la Pologne. Voilà, maintenant vous savez de quelle façon les Alliés ont assassiné l'Allemagne. À cela s'ajoutent des territoires occupés. À l'ouest de l'Allemagne, la Rhénanie est occupée également. Mais ça, à la rigueur, ça n'a pas vocation à durer. Juste ça, non mais... Ils ont provoqué une guerre mondiale, sauf qu'ils ont raté leur coup, et maintenant ils croient qu'on va leur laisser leur territoire intact. Je suis d'accord que ce n'est pas le summum de la logique. Non mais c'est délirant! L'Empire austro-hongrois a été complètement dépecé, l'Empire ottoman a été complètement dépecé, eux ils ont gardé pratiquement tout, leur Reich est pratiquement intact, et beaucoup plus grand que l'Allemagne actuelle, alors qu'on aurait pu les découper comme la dinde de Noël. Ouais, bah écoute, eux, avec leur histoire à eux, ils trouvent que le traité de Versailles est dur avec eux. Et puis il faut ajouter aussi les réparations qu'il faut payer, qui sont très élevées. Attends, je vais poser une question là, qu'on rigole. En mars 1918, l'Allemagne a signé un traité de paix avec la Russie de Lénine. Je me trompe? Brest-Litovsk? C'était Trotsky qui représentait la Russie, on en a parlé sur la chaîne? Ok. L'Allemagne avait pris quoi? 1/3 de la population russe. 1/3! Pratiquement la moitié des ressources agricoles, avec l'annexion de l'Ukraine, qui était le grenier à blé. La moitié des terres! Et puis 80% des mines de charbon. 80%, ok, ah bah ça fait plaisir. Elle a charcuté. Elle a charcuté un pays qui pourtant s'est lancé dans la guerre à contre-cœur. Parce que Nicolas II, lui, n'avait pas spécialement intérêt à cette guerre. L'Allemagne l'a provoqué, c'est pas spécialement lui qui voulait qu'elle ait lieu. Tu es en train de me dire que le traité de Versailles, qui leur prend 3 petits cheveux, un pour la France, un pour le Danemark, un pour la Pologne, avec des réparations parce que le territoire français a été dévasté, et pas le sien. Ce traité de Versailles est finalement très compréhensif. Elle arrive à s'en plaindre. Pour nous, c'est du délire. D'accord? C'est du délire complet. On a l'impression que les Allemands, et tout particulièrement les Allemands nationalistes, monarchistes,
conservateurs sont aveuglés par leur lecture de l'histoire, leur lecture des faits. Et c'est toujours flippant de voir que les grands intellectuels de la révolution conservatrice, qui sont des géants, les Oswald Spengler, les Müller von den Bruck, les Ernst Junger, qui sont des gens apparemment intelligents, qui sont censés, sont tous persuadés que l'Allemagne est en train d'être assassinée, alors que précisément, non seulement elle ne l'est pas, qu'on a détruit les 2 autres empires et pas le sien, mais en plus on va se montrer très très conciliant avec ces histoires de réparation, plan Dawes, plan Jung, etc. Mais comment t'expliques que les nationalistes allemands soient aussi aveugles ? Bah oui, je sais pas. Est-ce que c'est nous qui sommes partiaux ? Ou est-ce qu'on voit bien ce qu'on voit ? Alors, peut-être que le nationalisme, plus il est agressif, plus il aveugle et illusionne ses partisans sur la conduite ordinaire des affaires internationales, surtout là, dans une situation quand même assez claire. Grosso modo, la défaite d'un pays qui est l'agresseur, en grande partie. Alors, si j'étais un peu plus audacieux, je vous dirais que l'Allemand ne réfléchit pas par rapport à un traitement équitable des parties dans un litige. Je pense pas du tout qu'il demande une justice objective. Si tu veux mon avis, depuis Treitschke et peut-être même avant, il se pense supérieur. Il pense que ces victoires militaires incessantes, des chevaliers teutoniques jusqu'à Bismarck, sont un fruit d'une certaine supériorité. Supériorité associée à son travail, à ses mérites, à son organisation hors norme, à sa discipline de fer, que je ne conteste d'ailleurs pas du tout. Et donc, tout traité qui ne prendrait pas en compte cette supériorité lui apparaît comme étant injuste. Il faut dire que c'est pratiquement la première fois dans son histoire nationale, dans cette grande opération de réunion des territoires de langue germanique, où il est confronté à des limites. Visiblement, la Première Guerre mondiale, c'était trop pour lui, il s'est heurté à un mur. Et ça, pour un Reich qui était persuadé de sa propre supériorité, c'est extrêmement difficile à vivre, parce qu'on tombe de haut. Et on ajoute à ça, bien sûr, l'existence de troupes qui occupent des territoires au niveau de la Rhénanie. Et ça mord sur sa fierté à s'administrer lui-même. En tout cas, il y a un mal-être. Qu'est-ce qui lui fait plus de peine, en fait ? Le couloir de Danzig. Ça lui fait mal. Non seulement on coupe le territoire en 2, mais surtout Danzig est restitué à une Pologne qu'il pensait avoir non seulement mangé, mais même digéré. La résurrection de la Pologne, c'est pour lui quelque chose de presque irréel. Tous les militaires prussiens, tous les monarchistes allemands, tous les conservateurs allemands, tous les chrétiens allemands, même souvent tous les libéraux allemands, regrettent amèrement de leur voir échapper la Poznanie et Danzig. Le général von Seeckt, qui a soutenu Weimar, disait « L'existence de la Pologne est intolérable et incompatible avec les conditions essentielles à la vie de l'Allemagne. La Pologne doit disparaître et disparaîtra par suite de ses faiblesses internes et de l'action de la Russie avec notre aide. Effacer la Pologne de la carte doit être l'un des mobiles fondamentaux de la politique allemande. » C'est ça que dit le général von Seeckt, alors que la Première Guerre mondiale est terminée. Bon, quand même. Je rappelle bien sûr, et je compte sur votre mémoire long terme, que la Pologne avait été mangée par les partages successifs de la fin du XVIIIe siècle, en 1795. J'entends par là une complicité entre les différents voisins de la Pologne, en particulier l'Allemagne et la Russie. Et si on s'avance un petit peu dans l'histoire, il s'agira donc pour Hitler et Staline, en 1939, de faire ce que Frédéric Guillaume II et la Grande Catherine avaient déjà fait en 1795. Faire disparaître un pays qui, selon eux, ne méritait pas d'exister. Deuxième point épineux, ce sont les réparations allemandes. Sur ce point, c'est simple, Weimar a décidé de cesser de payer. Alors c'était des paiements en nature, il fallait livrer du bois, du charbon. Elle a décidé de cesser de payer à partir de 1922. Alors vous imaginez que Raymond Poincaré a été ravi de l'apprendre. Ah oui, mais si les Allemands ne payent pas, comment on reconstruit le nord de la France ? Eh bien, on peut pas. Et que va faire Poincaré ? Ah, il a dit que si, t'inquiète, ils allaient payer. Et il fait occuper la Ruhr. En 1923, ce bassin industriel fameux de l'ouest de l'Allemagne, ils veulent pas payer, ils vont payer quand même, on va les forcer à nous payer. Sauf que cette occupation de la Ruhr, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne privée, les ouvriers allemands
ne vont pas du tout la supporter et ils vont faire de la résistance passive, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne travaillent plus. Donc la Ruhr est non seulement sous occupation, mais elle est à l'arrêt. Les militaires français sont là, mais personne ne veut travailler et on n'ose pas non plus les molester. Et que fait la République de Weimar? Elle décide dans un premier temps de payer les grévistes en imprimant de la monnaie. Alors là, il faut que je vous prévienne d'un truc, c'est que depuis la fin de la guerre, l'économie allemande est tellement exsangue qu'elle finance beaucoup de projets à l'aide de la planche à billets. Donc déjà, l'inflation était bien partie. Mais là, elle paye des grévistes qui ne bossent pas. Parce que c'est ça la définition d'un gréviste, d'ailleurs. Elle salarie des gens à rien faire avec de la planche à billets. Et il faut bien reconnaître, c'est l'une des graves fautes de la République de Weimar, c'est complètement irresponsable. Conséquence, accélération brutale de l'inflation. Donc, une hyperinflation. Et c'est ainsi qu'arrive cette époque dramatique dont vous avez sans doute entendu parler, où il fallait des milliards de marks, voire des centaines de milliards de marks, pour aller acheter une baguette de pain. Même si je ne sais pas si vraiment il y avait des baguettes de pain dans les boulangeries à l'époque, il faudrait vraiment vérifier ça. Quoi qu'il en soit, complètement dépassé par la situation et au terme d'un certain bras de fer, Stresemann finit par rétropédaler et accepter de reprendre les versements. Donc vous voyez, il y a le traité de Versailles, et puis il y a l'application du traité de Versailles qui est très difficile. C'est une phase critique pour Weimar. Tout explose en Allemagne. Tout explose, le régime est discrédité, à la fois sur le plan social, à cause de l'hyperinflation, mais aussi sur le plan national, à cause de ce rétropédalage. Finalement, Stresemann a fini par se coucher. Retenez ça, il est discrédité à la fois auprès des socialistes, des communistes, dans un contexte de grève dans la Ruhr et d'hyperinflation. Donc les communistes préparent un sale coup, j'ai envie de dire, une révolution d'octobre en Allemagne. D'ailleurs, ils ont appelé ça Opération Octobre Allemand. Voilà, ça dit clairement ce que ça veut dire. Et de fait, il va y avoir une insurrection à Hambourg. Mais il est aussi discrédité auprès des nationalistes. Parce qu'il est taxé de soumission au diktat de Versailles. Et parce que l'hyperinflation, tout le monde la vit mal, quelles que soient vos opinions. Et elle sert de carburant à votre rancœur contre le régime. Donc les milieux nationalistes préparent eux aussi des sales coups. Et maintenant, quand on y réfléchit, dans ce bourbier tumultueux, essayons d'imaginer ce que pourrait faire un homme habile qui voudrait faire campagne ou s'emparer du pouvoir. À ton avis, que faudrait-il faire ou que faudrait-il dire à la foule? Aucune idée. Il pourrait jouer sur les deux tableaux à la fois. Dénonce l'hyperinflation comme manœuvre sournoise des banquiers juifs qui impriment les billets avec la complicité de ce gouvernement au hasard et en même temps dénonce la soumission du chancelier Stresemann et donc de la République de Weimar à Poincaré et au diktat de Versailles. Ne sois pas que socialiste, ne sois pas que national, sois plus malin que ça. Sois national-socialiste. Exactement. Là, il y aurait un créneau à tenter. Il y a une opposition de toutes parts, autant chercher à la fédérer. Là, tu commences à comprendre peut-être d'où vient ce bazar de l'hyperpropagande nazie sous Weimar. À cause de l'occupation de la Ruhr, de l'hyperinflation, des agitations multiples, eh bien, l'année 1923 est très compliquée. Et c'est dans ce contexte qu'arrive un événement fâcheux. Le soir du 8 novembre 1923, à Munich, en Bavière, il était prévu que le ministre-président de Bavière, Gustav von Kahr, réunisse ses partisans dans une brasserie. Je rappelle que l'Allemagne, ce sont différents États qui sont fédérés. Donc la Bavière a son propre gouvernement. Bref. Gustav von Kahr, donc, qui dirige la Bavière, se réunit dans une brasserie. Avec lui se trouvent aussi deux militaires sur lesquels il s'appuie pour asseoir son autorité. On l'appelle souvent le triumvirat de Bavière, qui est de tendance autonomiste, voire indépendantiste monarchiste. Bref, le triumvirat se réunissait dans cette brasserie ce soir-là avec leurs partisans. Quand la porte s'ouvre, et un jeune homme moustachu de 34 ans entre en trombe, revolver à la main, et il est suivi d'un grand type à l'air hautain et un gars avec une cicatrice sur le nez. Et aussi une cinquantaine de chemises brunes, portant un écusson sur lequel on pouvait lire les lettres SA. L'homme à la moustache tire en l'air et annonce
La révolution nationale a commencé. Ce personnage obscur affirme avoir le soutien de Ludendorff et dit qu'ils marcheront sur Berlin, invitant par là le triumvirat de Bavière à les suivre. Triumvirat qui est en train de se demander quel cinéma on est en train de leur jouer. On n'a jamais vu ça. Il y a agitation dans le public, mais les chemises brunes, blasonnées SA, ne les autorisent pas à sortir. Les convives sont donc maintenant condamnés à siroter leur bière sous la menace d'une arme à feu, tout en ayant la joie de découvrir ce nouveau petit personnage de théâtre qui seront amenés un jour à diriger l'Allemagne. Mais qui sont ces gens ? Eh ben, on se le demande, hein. Qui sont ces énergumènes ? Ils sont bizarres là, avec leurs espèces de drapeaux rouges, avec cette espèce de symbole là, c'est quoi ? C'est indien ce truc, non ? Bon, alors ça chuchote, et certains munichois finissent par les reconnaître. Alors apparemment, le grand type hautain s'appelle Göring, c'est un aviateur. Celui à la cicatrice s'appelle Ernst Röhm. Et puis le moustachu là, qui agite son revolver d'un air très inquiétant, s'appelle Adolf Hitler. Hitler s'entretient avec le triumvirat. Il cherche à leur faire rompre avec le gouvernement de Weimar et les rallier à un putsch où tous, derrière les troupes de Ludendorff, marcheront sur Berlin. Ludendorff, c'est qui ça ? C'est un général extrêmement prestigieux de la guerre de 14. Tout le monde connaît son nom. Personne ne connaît Adolf Hitler, mais tout le monde connaît Ludendorff. Là, tout de suite, le nom est très évocateur. C'est un général magnifique qui, visiblement, a l'air vaguement impliqué dans ce putsch. Et c'est vrai ? Ludendorff est impliqué, oui. Enfin, si tu veux mon avis, Hitler est surtout en train d'utiliser son nom pour créditer son projet qui est la marche sur Berlin. Une marche sur Berlin, ouais, c'est cohérent. C'est exactement ce que Mussolini avait fait. Une marche sur Rome, hein, un an auparavant. C'est l'idée. Et dirigée par Ludendorff. Non, Ludendorff ne dirige pas. Ludendorff est dirigé par l'autre. Cela dit, ça marche pas trop. Avant de prendre Berlin, il faudrait déjà prendre Munich. Sauf que les chemises brunes n'ont pas réussi à prendre le contrôle des lieux de pouvoir de la capitale bavaroise. Quant à Hitler, son projet ne séduit pas le triumvirat. Il a beau agiter son revolver, le pointer courageusement en braillant, ça n'a pas l'effet escompté. Et le chef du gouvernement, Gustav von Kahr, lui dit il peut bien le tuer ou non, qu'il fasse ce qui lui chante, ça ne changera rien au fait qu'il n'est pas intéressé par le projet. On est désolé. Alors, l'inconnu à la moustache a l'air un peu déçu. Il entend Ludendorff qui rentre à son tour dans la brasserie. Entrée de Ludendorff sur un air de qu'est-ce que c'est de ce foutoir. Et le moustachu a une idée. Il se rue dans la pièce principale en annonçant « C'est bon, le triumvirat s'est rallié à nous. La révolution est en marche. » Et avec ce pieux mensonge, il s'attire des applaudissements, un peu mous, venant de l'assistance qui est encore occupée à essayer de comprendre comment ces gens s'appellent et s'ils sont ou non des Bavarois. Puis il quitte la brasserie en demandant à Ludendorff de le remplacer. Ludendorff, qui était déjà énervé que Hitler utilise son nom à tout bout de champ, sans le prévenir de la moitié de ce qu'il fait, décide de laisser partir le triumvirat en les remerciant. Quand Hitler revient plus tard, le triumvirat est parti, ses oiseaux se sont envolés et tout l'auditoire de la brasserie avec. C'est ce qu'on peut appeler un lamentable échec. Alors le lendemain, il tente d'attaquer divers grands monuments de Munich, mais la police s'interpose et l'affaire tourne au combat de rue. On raconte que lorsque la police a ouvert le feu sur les rebelles, tout le monde s'est jeté sur le sol, sauf Ludendorff, qui continuait à avancer, en se demandant si c'était vraiment une bonne idée de faire équipe avec ses poules mouillées. Pendant ce temps, le dénommé Adolf Hitler est tombé. Il semblerait qu'il s'est déboîté l'épaule. Bon, quoi qu'il en soit, tout est rentré rapidement dans l'ordre. Pour le gouvernement bavarois, Hitler est arrêté, envoyé en prison, en attendant son jugement. Le 26 février 1924, paraît donc devant les tribunaux un personnage dont on ne comprend pas bien les intentions. Alors, on redit son nom, Adolf Hitler. Ça rend pas les choses moins mystérieuses, mais on lui demande de se justifier, en se disant c'est sans doute un pauvre type, comme il en existe beaucoup. On va le juger, afin de le faire rentrer dans cet anonymat duquel honnêtement, même pour lui, il n'aurait jamais dû sortir. Donc, il est accusé de haute trahison. Jusqu'ici, toute cette histoire nous paraît entre le pitoyable et le risible, ok, mais ce procès-là, mes amis, va nous faire changer de tonalité. L'accusé ridicule va montrer qu'il n'est somme toute pas si ridicule que ça. Alors certes, il s'est foiré, mais il baisse pas son froc, hein. Il se met à parler. Oui, j'ai voulu renverser l'État, c'est ce que je voulais faire. Et je suis convaincu
que l'heure viendra où les masses, groupées aujourd'hui dans la rue autour de notre bannière au svastika, s'uniront à ceux qui tirèrent sur elle, car ce n'est pas vous, messieurs, qui prononcez notre sentence. Ce jugement est exprimé par le tribunal éternel de l'histoire. Je sais ce que sera le vôtre, mais le tribunal dont je parle ne nous demandera pas « Avez-vous, oui ou non, commis un acte de trahison ?» Ce tribunal nous jugera, le quartier-maître général Ludendorff et nous, ses officiers et ses soldats, comme des Allemands qui n'ont voulu que le bien de leur peuple et de leur patrie, qui n'ont voulu que combattre et mourir. Libre à vous de nous déclarer coupables 1000 fois, mais la déesse du tribunal éternel de l'histoire sourira et déchirera en petits morceaux le réquisitoire de votre procureur avec l'arrêt que vous prononcerez. Elle nous acquitte. Waouh. Bon orateur. Il se débrouille. Alors on découvre un peu sa gestuelle. Hein. La gestuelle hitlérienne, c'est assez nouveau. On découvre un personnage. Il a l'air convaincu par ce qu'il dit. Hein. Il dit qu'il est acquitté par l'histoire. Il n'en est pas moins condamné à 5 ans de prison. Mais sa harangue n'est pas idiote. Verbalement, il a attaqué plusieurs fois le régime de Weimar comme étant un régime de traîtres. Pour lui, les traîtres devraient être là à sa place, sur le banc. Et ça a plu un peu à certains témoins, même policiers ou militaires, qui ne sont pas les derniers à cracher sur ce régime de traîtres. Il a une voix radicale, mais cette voix a des oreilles pour l'entendre, y compris chez certains de ses juges et procureurs. Un jour viendra où elle sera entendue par les masses. Donc il a été condamné, et la suite de l'histoire, elle se passe donc dans sa prison. Ce séjour en prison, il va le passer en bonne compagnie, avec quelqu'un qui n'a pour lui que de l'admiration, voire de l'adulation, Rudolf Hess. Et c'est ensemble, Hitler comme auteur, Hess comme rédacteur, qui vont composer cette œuvre magnifique, intitulée « Mon combat ». Ce livre a d'ailleurs été corrigé par un prêtre défroqué, le père Stempfle, de l'ordre des Hiéronymites. Il a fini par devenir un certain succès de librairie. Un livre qui a été un best-seller des années 30 et qui a été peu critiqué à l'époque. Bah oui, c'était pas autorisé de le critiquer de toute façon. Oui, non, mais personne l'a lu surtout. Tout le monde l'achète, personne le lit. Hein. Je te mets au défi de me trouver un nazi qui soit arrivé au terme de ces 782 brumeuses et épuisantes pages. Ce livre est à la fois anti-juif, anti-bolchevique et même anti-démocrate, dans la mesure où tout le parti social-démocrate est associé à une forme douce de bolchevisme. C'est aussi un livre anti-français, puisque la France occupe la Ruhr et qu'on ne veut pas payer les réparations. Et donc il s'inscrit dans une actualité de bras de fer entre Weimar et la France. Alors pour ma part, j'ai déjà eu un exemplaire entre les mains une fois, c'était il y a un petit bout de temps. J'avoue l'avoir trouvé pas excessif, mais... Alors je veux pas dire que ce livre chercherait à attiser les instincts les plus bas et les plus méprisables du lecteur et qu'il veuille diriger sa vindicte vers un bouc émissaire facile. Mais en fait, si, c'est ce que je veux dire. Alors, dans les années 30, c'était quand même un peu bizarre parce que tous les Allemands l'achetaient et aucun ne le lisait. Alors, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils comptaient en faire si c'était pas pour le lire, peut-être parce qu'ils voulaient en décorer le salon. Ou, Ce qui est frappant aussi, c'est que personne n'a eu le courage de dire à l'auteur que son style, auquel manque l'humour de Pascal dans Les Provinciales et la verve de Peggy dans L'Argent, demeurait un style très quelconque, hein, faute de quoi Hitler passera sa vie à se croire le meilleur pamphlétaire de l'histoire allemande. Grand pamphlétaire qui avait quand même choisi comme titre initial pour son bouquin 4 ans et demi de combat contre le mensonge, la stupidité et la lâcheté. C'était ça le titre initial. C'est pour vous donner un aperçu de la lourdeur du bousin. Pour ma part, c'est difficile pour moi de vous en parler parce qu'à chaque fois que j'essaye de lire cette chose, j'ai un peu l'impression de manger du bois. Mais au moins, il met à plat sa pensée. Et donc, on n'a pas de mystère particulier pour comprendre la façon dont Hitler regarde le monde. On voit tout de suite son obsession de la race, bien sûr, l'insatisfaction devant les frontières de 1914, et bien sûr, le Lebensraum. Le Lebensraum, l'espace vital, ça, c'est tout à fait central. Mais pourquoi ça plaît ? Qu'est-ce que les gens trouvent si séduisant dans un livre anti-juif, anti-bolchevique, anti-français ? À mon avis, ce qui plaisait aux gens, c'est de le voir accuser les criminels de novembre d'être les responsables
de toute cette merde. Hein. C'est ça qui leur plaît, à mon avis, dans ce bouquin ou dans ces discours. Les quoi? Les criminels de novembre? Les criminels de novembre. November Verbrecher. Ah oui, alors tu vois pas qui c'est. Alors faut peut-être que je t'explique. T'as pas pigé ce qui s'est passé en novembre 1918. L'Allemagne, il faut quand même que tu sois au courant, parce que sinon tu vas rien piger à toute cette histoire. L'Allemagne n'a pas perdu la guerre. L'Allemagne n'a pas perdu la guerre. Des criminels mal intentionnés l'ont sabotée. Qui donc? Les sociodémocrates, ou plus généralement les élites de Weimar, hein, qui ont signé la paix en dépit de la situation militaire qui, elle, était favorable. Donc le Second Reich a été assassiné. C'est ça le crime de novembre. Voilà. Il a été assassiné par les criminels de novembre. Et même que c'était des juifs d'ailleurs. Voilà. C'est un complot judéo-bolchevique qui aujourd'hui a mis ces assassins au pouvoir. Ces assassins traîtres. C'est ça les November Verbrecher. Ah si, c'était des juifs. Ou alors ils sont manipulés par des juifs. Regarde, Walter Rathenau, il est juif. T'as aussi c'est l'autre là qu'on voit jamais là. Bon, j'ai pas d'autres exemples, mais si, c'est des juifs en fait. Voilà, c'est des juifs. C'est des juifs qui ont assassiné. Rosa Luxembourg aussi. Voilà. C'est bien la preuve qu'un complot judéo-bolchevique a assassiné le Second Reich. Mais l'Allemagne a perdu la guerre, il me semble. L'offensive Michael était repoussée, le blocus affamait le pays et la supériorité alliée était sur tous les niveaux, technologiques comme stratégiques. Ouais. J'ai entendu parler de cette théorie, ouais. Rosa Luxembourg, c'est un mauvais exemple. Weimar l'a fait liquider. On l'a vu dans l'épisode sur Lénine. Et toujours dans cet épisode, tu avais dit que Walter Rathenau était un patriote allemand, tellement patriote qu'il a essayé d'organiser un réarmement discret de l'Allemagne sur le sol russe. Bon, vous l'aurez compris, cette thèse répandue porte tout un tas de noms à l'appellation suspecte. Le coup de poignard dans le dos, Dolchstoßlegende, le complot judéo-bolchevique, Jüdisch Bolschewistische Verschwörung, ou encore les criminels de novembre, November Verbrecher. Oui, je fais ce que je peux pour les prononcer correctement, même si ma francitude ne vous aura pas échappé. Tout ceci désigne la croyance historique fondamentale de tout nationaliste allemand qui se respecte. Cette thèse n'a à ce jour convaincu encore aucun historien sérieux, et je dois vous dire que ce genre d'histoire me paraît assez inquiétante, parce que c'est tout à fait le genre d'histoire qu'une nation frustrée, lorsqu'elle semble incapable d'admettre une réalité difficile, se croit obligée d'inventer. Et le pire, c'est qu'elle ne l'invente pas pour se décharger de sa responsabilité de la guerre. L'Allemagne continue à croire que cette guerre était bonne et était nécessaire, et elle n'a pas du tout l'intention de se remettre en question. Non, elle invente ce récit. Pourquoi ? Pour que cette défaite n'entache pas sa superbe, sa confiance en sa supériorité. Parce que après 1918, l'Allemagne aurait pu être dégoûtée. Voilà, je suis dégoûté, voilà, trop de guerre, Verdun c'est trop pour moi. Visiblement, le monde n'est pas décidé à nous donner ce que nous demandons. C'est trop gros. À partir de maintenant, modérons notre insolence. Mais non, au contraire, c'est pas du tout ça ce qu'elle fait. Et elle compose un récit pour persister dans son insolence, pour se convaincre qu'à défaut d'être légitime, elle était suffisamment forte pour obtenir ce qu'elle demandait, et que si l'histoire s'était passée normalement, s'il n'y avait pas eu les fameux criminels de novembre, elle aurait obtenu gain de cause. La France serait humiliée, la Pologne n'existerait pas, l'Europe de l'Est serait complètement sous sa botte, et l'Allemagne, avec son alliance avec l'Empire ottoman et son accès aux sources d'énergie qui se trouvent sur le territoire de l'Empire ottoman, serait la première puissance mondiale. Alors, on a parlé de Walter Rathenau. Évidemment, quand on parle de complot juif, on pense souvent à lui. En fait, on pense pratiquement que à lui, parce que il n'y a pas tant de juifs que ça, en fait, dans le gouvernement. Son cas est dramatique. S'il a tant obsédé les antisémites, c'est parce qu'il est probablement le premier juif allemand à entrer dans la haute fonction publique. Et donc, il fait partie des élites de Weimar. Et cette histoire est bien ironique, parce qu'au fond, Rathenau est un patriote irréprochable, et que s'il a voulu administrer l'Allemagne après la défaite, ce n'était pas pour nuire aux intérêts de son pays, comme le prétendent les nationalistes ou les nationaux-socialistes, mais au contraire pour les servir.
et les servir d'une façon qui même nous paraît parfois inquiétante. Il envisageait un réarmement futur allemand par des négociations secrètes avec Moscou. Et pourtant, malgré ce comportement-là, il a quand même été assassiné dans la capitale 2 mois après le fameux traité de Rapallo. Et cet assassinat, il semble nous dire que l'entre-deux-guerres allemande est une exaltation déjà plus de la nation germanique, ni des patriotes dont il faisait partie. Elle commence déjà à devenir une exaltation de la race allemande, à une époque où il n'y a même pas encore Hitler, parce que le putsch de la brasserie n'a même pas encore eu lieu. Wow. Il serait pas un petit peu de mauvaise foi, tes Allemands, là? Écoute, moi je ne sais pas mentir, donc je vais te dire brutalement ce que je pense sur ma chaîne, comme je l'ai toujours fait. On parle beaucoup de ce qu'a fait Hitler en Allemagne, et je comprends, mais je trouve, c'est une impression personnelle, qu'avant même qu'Hitler ne débarque, l'Allemand moyen vivait dans une mare de mauvaise foi absolue sur les sujets touchant à la politique internationale. Et s'il fallait que j'écrive un jour une histoire de la mauvaise foi à travers les âges, je crois que ce serait en fait un livre sur l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, honnêtement. C'est mon impression générale. Hein. Le diktat de Versailles, mauvaise foi. Le coup de poignard dans le dos, mauvaise foi. Et puis il y a la honte noire. Je t'ai pas parlé de la honte noire d'ailleurs. Oui, tu sais que je t'ai dit que la Ruhr et la Rhénanie étaient occupées par des soldats français. Or, figure-toi que la République française a placé des militaires noirs provenant du Sénégal, je suppose, pour assurer l'occupation de ces régions. Et les Allemands trouvaient cela insoutenable. Faut croire qu'en Allemagne, c'était quelque chose d'assez rare. Les troupes coloniales quittaient assez peu les colonies encore à l'époque. Ça restait rare encore à l'époque de voir des troupes coloniales manœuvrer en Europe. Et les Allemands le vivaient comme une humiliation supplémentaire. Est-ce que dans tout ça, on n'a pas envie de défendre un peu cette République de Weimar qui, somme toute, faisait ce qu'elle pouvait? Une des choses qui me plaisait lorsque j'écoutais l'historien Johann Chapoutot, fameux historien très engagé qui a un certain nombre de défauts, mais dans les moments où je l'aime bien, c'est quand il prend la défense de Weimar. On dit souvent que Weimar est une république mort-née, que c'est un régime faible, etc. Moi, j'attends qu'on me trouve des régimes faibles, comme ça, qui ont survécu à la défaite, au traité de Versailles, à l'hyperinflation, à la guerre civile quasi permanente jusqu'en 1923, à l'occupation étrangère dans la Ruhr. Allez-y, pour trouver... voilà. J'aime bien les gens qui défendent Weimar, et j'apprécie la posture modérée des sociodémocrates, et également leur façon de se concentrer sur les réformes sociales, sans vouloir nous pondre une révolution bolchevique. Mais je croyais que t'aimais pas les marxistes. Oui, mais là, c'est le SPD. Il y a eu Edward Bernstein. Tu connais Bernstein, hein, j'en avais parlé dans mon épisode sur les successeurs de Marx. C'est un gars qui a démarxisé le marxisme. C'est celui qui a constaté qu'il n'y avait pas besoin de faire une révolution pour adoucir la condition du prolétariat. Alors vous allez me dire c'est une évidence, mais je vous assure à l'époque, le dire aux marxistes, il fallait un certain courage. Et ce qui était intéressant dans cette tendance, c'est que on reprenait les affects du milieu ouvrier sans les instrumentaliser en vue d'une révolution. Et les hommes du SPD sont devenus finalement le contraire des révolutionnaires. Friedrich Ebert, chancelier de Weimar, disait « Je hais la révolution comme le péché. Je hais la révolution comme le péché. » Et ces gens ont fait plein de réformes sociales. Ils créent des logements sociaux, ils étendent l'assurance maladie, ils décrètent la journée de travail de 8 heures, et en 1927, ils créent une assurance chômage nationale. Donc tu vois que Weimar, c'était un régime ambitieux sur le plan social, sans jamais verser dans la révolution. Et personnellement, je pense que c'est exactement ce dont avait besoin l'Allemagne, mais ça, c'est que mon avis. C'était les seuls à ne pas faire le jeu de la frustration patriotique allemande. C'était les seuls Allemands qui arrivaient à aligner deux idées, sans nous faire un couplet nostalgique sur l'Allemagne bismarckienne wilhelmienne, et à œuvrer pour la paix véritable, pour le bien commun, qui est la finalité de toute politique. Après les tristes années de l'hyperinflation, l'Allemagne est repartie sur les bons rails, grâce à des crédits essentiellement américains. Celui qui va stabiliser la situation monétaire, c'est un certain Hjalmar Schacht. Certains historiens l'ont qualifié de sorcier de la finance. Il introduit une nouvelle monnaie appuyée sur des actifs réels, il rétablit la discipline monétaire et augmente les impôts,
Ce que la République de Weimar, pour le coup, a méchamment tardé à faire. Réussite totale de la part de Jan Marschart, et je vous encourage à retenir son nom, car on va reparler de lui. Bon, à cette époque-là, il était directeur de la Reichsbank, mais il va devenir plus tard ministre de l'économie. Donc, l'industrie allemande repart, en portant l'espoir de gains futurs. Les Américains investissent beaucoup chez elle, mais il faut lui laisser le temps de produire et de faire des bénéfices. Malheureusement, l'Allemagne ne va pas avoir ce temps parce qu'en 1929, c'est le krach boursier, les crédits se tarissent, les Américains n'investissent plus et il faut maintenant au contraire les rembourser. C'est une abominable crise économique, une immense vague de chômage se répand en Allemagne et dans toute l'Europe de l'Est. 6 millions de chômeurs en Allemagne en 1932. Je répète, 6 millions de chômeurs. C'est un climat explosif et on va voir si Hitler arrive à exploiter ce climat. Il va toujours nous faire le numéro de « je suis national et socialiste en même temps ». À la fois, il veut relever l'Allemagne face au diktat de Versailles, mais en même temps, il défend les travailleurs contre les patrons qui les virent. Oui, il joue sur les deux tableaux. Il a remarqué la puissance de la propagande radiophonique et de ses organes de presse. Il a remarqué la puissance de sa voix, son effet presque hypnotique. Et s'il a assez d'argent, il pourrait monopoliser l'opinion. Mais s'il trouve de l'argent, et cet argent, il va donc le quémander chez des donateurs, chez des grands patrons. Göring a des relations, comme un certain Thyssen, Fritz Thyssen, et il se fait rassurant. Je ne suis pas socialiste, je ne vais pas vous dépouiller, je suis contre les bolcheviks. Je peux les tabasser dans la rue. Et quand il tient ce discours-là auprès des grands patrons, lesquels ont peur de la bolchevisation, ou en tout cas de la fragilité de Weimar, qui pour lui pourrait mener à une révolution bolchevique, eh bien, ils acceptent de lui faire des dons. Mais de l'autre côté, Hitler, quand il s'adresse aux travailleurs, il a un discours en apparence très socialiste ou socialisant. Captation rhétorique massive de l'électorat travailleur. Et alors il leur ment, c'est ça? En leur disant « je vais réduire le chômage, mort au capital juif », tout ça? Oui, enfin ça c'est pas des mensonges, ce sont des promesses qu'il va tenir. Il va réduire le chômage et il va détruire le juif, mais il se met à parler de partage de bénéfices dans les entreprises, d'expropriation des holdings, de plafonnement des taux d'intérêt ou encore de nationalisation des banques. Alors ce n'est pas du socialisme pur, mais on tourne autour de ces thèmes. Plus précisément, il laisse parler l'aile sociale du Parti national-socialiste, qui est représentée par un concurrent au sein même du parti nazi, Gregor Strasser, qui est extrêmement actif dans le nord du pays, et au début des années 30, Strasser et Hitler sont au coude à coude et pratiquement aussi populaires l'un que l'autre. Donc Strasser, c'est l'aile socialiste du NSDAP. C'est une aile à laquelle appartient aussi le secrétaire de Gregor Strasser, que Hitler a repéré, un petit homme sec, aux pieds beaux, au crâne allongé, plutôt talentueux, qui s'appelle Joseph Goebbels, et qui va se rapprocher du Führer par la suite. Mais de ce fait, il a un double discours. Il dit rouge aux travailleurs et bleu aux patrons. Exactement, et cette stratégie marche très bien. Son message est simple, défendre l'Allemagne, c'est défendre les travailleurs allemands contre les juifs véreux qui les exploitent. Et les chômeurs, souvent des hommes désespérés, se rallient massivement à son mouvement. Donc la crise de 29, évidemment, énorme aubaine pour Hitler. Alors je me permets une petite parenthèse, je fais partie des gens qui pensent que cette crise, ce krach, il va être encore plus déterminant pour l'Europe de l'Est. Autriche, Tchécoslovaquie, Hongrie, Yougoslavie. Je rappelle, alors j'en parle beaucoup dans une de mes séries privées, les débris de l'Autriche-Hongrie. Quand je parle de débris, je parle des restes de l'ancien empire austro-hongrois après la Grande Guerre. Et j'ai l'impression que cette crise de 29, pour des raisons parfois contradictoires, a un peu entraîné tous ces pays un peu fragiles à se rapprocher d'une Allemagne qui, elle, paraissait très forte, justement. Ça explique à mon sens pourquoi l'Europe de l'Est a été à ce point léthargique devant l'expansion allemande. J'en profite pour vous rappeler, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, que j'ai une chaîne privée avec pas mal de contenu pour mes adhérents à 4 € par mois. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez passer par mon site l'étoffedunchef.fr ou bien vous pouvez devenir membre sur YouTube. C'est très important pour moi, c'est ce système qui me permet de vivre. La bibliothèque privée est assez fournie, il y a des vidéos sur les débris de l'Autriche-Hongrie, sur Franco, sur la Chine, sur Lénine, sur le Congo, sur Churchill. La série sur Churchill est encore en cours. N'hésitez pas à y faire un tour, il y a plein de choses à découvrir. Merci à vous. Parenthèse promo refermée.
y a une chose que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a bien un point où le parti nazi n'a pas tort et qui explique une grosse partie de son succès, c'est son anti-bolchevisme. L'argument anti-bolchevique, c'est sûr que c'est quelque chose de très mobilisant et en même temps qui divise beaucoup. Pourquoi on intervient en Espagne ? Parce qu'on a peur des bolcheviques. Pourquoi la collaboration ? On a peur des bolcheviques. Pourquoi le silence de Pie XII ? Parce que on a peur des bolcheviques. Et là, je vous renvoie à mes vidéos sur Lénine, Staline, Mao pour savoir de quoi il en retourne, mais vous l'avez compris, c'est aussi une lame de fond qui a conduit bien des gens à bien des compromissions. Mais je voulais en parler un peu pour insister sur un point. Quand vous voyez les Allemands révoltés contre le bolchevisme, vous pourriez y voir une détestation aveugle, instinctive, réactionnaire et mal renseignée, qui tient plus du réflexe que de la connaissance pure. Eh bien, voyez-vous, j'en suis pas si sûr. En réalité, parmi les gens qui suivent le parti nazi et qui sont entrés dans les fameux SA, il y en a beaucoup qui ont un parcours typique. Ils ont participé à ce qu'on appelle les corps francs. Et ça, il faut connaître. En 1918, la guerre est perdue et tout un tas de soldats doivent revenir à la vie civile. 8 millions de soldats allemands débarquent sur le marché du travail. C'est un choc difficile à gérer. Weimar a plus ou moins réussi, mais notez bien que le régime n'a pas congédié tous les soldats. Il a gardé en service des volontaires. Pour faire quoi ? La guerre est finie, non ? Elle est finie pour nous, en Europe occidentale. Mais en Europe de l'Est, en Russie, en Hongrie, en Pologne, dans les pays baltes, elle n'est pas finie du tout, la guerre. Simplement, elle a changé de forme. La violence se prolonge à cause d'une guerre civile qui oppose rouge et blanc, qui a lieu dans plusieurs pays, mais surtout dans l'Empire russe effondré, à cause de Lénine. Mais Lénine est un pacifiste. Non, Lénine veut que la guerre débouche sur la révolution. Il veut qu'elle continue jusqu'à obtenir ce qu'il veut, la révolution, qui sera pour lui la fin de toute guerre. En fait, il a tout intérêt à ce que la violence se prolonge. Mais sur son chemin, il est contrecarré par des ennemis. Alors qui sont ces ennemis ? Ils peuvent avoir plusieurs visages. Ce peut être le nationalisme finlandais. Ce peut être un mouvement anarchiste en Ukraine. Ce peut être la régence aristocratique de Horthy Miklós en Hongrie. Ce peut être une Pologne nouvellement créée et qui se bat pour sa renaissance. Que des acteurs nouveaux, donc. Des forces nouvelles, susceptibles de freiner le bolchevisme. Et parmi ces forces nouvelles, il y en a une qui est germanique. Oui, les corps francs. C'est ce qu'on disait. Les corps francs sont constitués d'anciens soldats allemands envoyés se battre dans les pays baltes. Et pourquoi dans les pays baltes ? Eh ben, c'est frontalier déjà, la Prusse orientale touche les pays baltes. Mais en fait, il y a énormément d'Allemands là-bas. C'est ce qu'on appelle les germano-baltes. Il y a une souche germanique en pays baltes qui remonte au teutonique. Par exemple, le pseudo-idéologue du nazisme, Alfred Rosenberg, est un germano-balte. L'amiral Tirpitz, qui conduit les sous-marins pendant la Première Guerre mondiale, c'est un germano-balte. Le baron Ungern, dont je vous ai parlé pour ses aventures en Mongolie, dans la série sur Lénine, est un germano-balte. Il y a une souche là-bas que Weimar veut protéger de la contagion bolchevique. Voilà. Et bien sûr, on cherche à avoir une sorte de contrôle sur ces régions. Donc, les soldats des corps francs sont allés dans les pays baltes. Et je peux vous dire que là-bas, surtout en Lettonie, les bolcheviks assassinaient la population. Lettonie 1919, c'était un paysage désastreux. Ils ont vu de leurs yeux la cruauté rouge. Les membres arrachés, les maisons brûlées avec des enfants dedans, les exécutions massives de propriétaires terriens, hommes, femmes, enfants, vieillards, les famines localisées. Ils ont vu ce qui s'est passé en Lettonie. Faut pas leur raconter d'histoire. Après des horreurs, ils en ont vu plein déjà. Ils revenaient de Verdun. Oui, mais la guerre civile, c'est une autre expérience. Des voisins qui s'entretuent pour une divergence idéologique majeure, et l'ascension du Parti communiste qui s'autorise toute la violence au nom d'une philosophie qu'ils croient juste, ils ont vu ce que c'était. C'est une expérience très différente que celle de la tranchée. Donc, la guerre contre le socialisme, c'est pas de la science-fiction qu'on leur a mis dans le crâne, loin s'en faut. C'est des scènes que beaucoup de vétérans avaient encore en tête au moment de l'opération Barbarossa, en particulier chez les officiers, qui avaient un petit peu d'ancienneté. Pour mieux contextualiser cet événement, il faut d'abord saisir que la terreur rouge, qui a commencé en Russie en septembre 1918, contamine la Lettonie lors de l'invasion par l'armée rouge en décembre et est placée sous la supervision d'un certain Stuczka. De leur côté, les germano-baltes représentent l'autre extrémité du spectre,
car ils forment 50% des propriétaires terriens qu'on veut exproprier dans ces régions agricoles exportatrices. Entre les deux, les Lettons sans terre rêvaient d'une réforme agraire pour obtenir leur propre lopin, bien sûr. Or, Stučka confie immédiatement les terres confisquées à des comités ouvriers chargés de faire travailler les paysans et de dénoncer ceux qui chercheraient à constituer une petite exploitation familiale privée. Comme c'est le désir de la plupart des paysans, les exécutions sommaires se multiplient, tandis que les détachements armés de Stučka entrent dans les fermes, confisquent le bétail et toutes les réserves de nourriture pour nourrir d'abord l'armée rouge, puis les villes lettonnes, et enfin les villes russes, où la disette est apparue pour les mêmes raisons qu'en Lettonie. Toute opposition est écrasée dans le sang et de nombreuses familles paysannes, incapables de subvenir à leurs besoins, meurent dans l'indifférence générale. Ce genre d'événement n'étonnera pas mes auditeurs qui ont déjà consulté mes vidéos sur Lénine, Staline et Mao, car la violence communiste se passe toujours à peu près de la même façon. Sa répétition au mot près, décennie après décennie, pays après pays, est une règle d'or de ces marxistes qui pensent déjà connaître le sens de l'histoire et qui donc se font un point d'honneur à refuser d'en tirer la moindre leçon. Cette violence part toujours du même malentendu. Redistribuer la propriété est envisageable mais ponctuel, et abolir la propriété, rupture révolutionnaire perpétuelle, sont deux choses qui au début semblent similaires à l'oreille du paysan, mais entre elles se loge le malentendu qui causera sa perte et celle de sa famille. Question: comment prendre le pouvoir dans ce contexte? Exploiter la crise. Premier gros score électoraux obtenu lors des élections législatives de septembre 1930. Hitler arrive avec talent à se faire passer pour un candidat respectable, tout en semant la terreur dans la rue avec l'aide des SA. Il essaye de séduire les monarchistes, les nationalistes prussiens, ça marche plus ou moins bien. Le problème, c'est qu'à Berlin, le pouvoir est en grande partie aux mains d'un certain von Schleicher, un militaire qui déteste le parti nazi. Et tant que von Schleicher impose sa ligne, c'est encore compliqué pour lui. Le président Hindenburg le déteste également, donc comment se frayer un chemin dans les hautes sphères du pouvoir? Devant sa force électorale immense, on lui propose des postes mineurs au gouvernement. Et là, Hitler a l'intelligence de refuser. En fait, il veut la chancellerie ou rien. Parce qu'il sait très bien que s'il ne fait que prendre un portefeuille, il va être entouré de personnes qui le détestent et donc qui vont chercher à le manipuler ou l'écarter. Or, c'est lui qui veut être en position de manipuler et d'écarter les autres. Et dans ce climat un peu bouché, un personnage va complètement fluidifier la situation. Il s'agit d'un député du Zentrum. Ça veut dire quoi, Zentrum? Le Zentrum, c'est le gros centre conservateur catholique. Attention, c'est bien un parti catholique et non pas luthérien. Il défend les intérêts de la grosse minorité catholique allemande. Il est né à l'époque où cette minorité devait s'imposer devant un Reich persécuteur. On se souvient de l'époque de Bismarck, le Kulturkampf. Avec cette histoire, le Zentrum est devenu une force conservatrice modérée qui a pu perdurer au fil du temps. Et c'est le Zentrum qui va finir par faire alliance avec le nazisme pour qu'il puisse avoir une majorité et gouverner. Le Zentrum global, non, en tout cas pas immédiatement. Mais oui, un député du Zentrum, un certain Franz von Papen, contre l'avis de son parti d'ailleurs, va tendre la main à Hitler. Et c'est la première fois que quelqu'un qui appartient à une élite plus autorisée de la République de Weimar accepte de former un gouvernement avec lui. Quand cette possibilité arrive, elle est considérée avec dégoût par tous les autres. Tout le monde n'a que dégoût pour cette espèce de force de la rue que représente Hitler. Même l'armée et le général von Schleicher multiplient les intrigues pour trouver une autre solution, justement. Il propose de composer avec les nazis de l'aile gauche, l'aile sociale. Il propose de jouer Gregor Strasser contre Hitler. Et si Strasser avait été plus réactif, ça aurait peut-être fonctionné. Mais il se fera couper l'herbe sous le pied par Franz von Papen. Franz von Papen, un des intrigants les plus méprisés du Zentrum, même pas aimé de son propre camp, va cependant tenter sa chance. Cette sorte d'aristocrate ridicule, auquel tout le monde trouve un air bizarre, s'autorise à faire le pont entre le parti nazi et les partis du centre, si vous voulez. Et si on donnait à Hitler ce qu'il veut après tout? Que veut-il? Être chancelier ou rien? On n'a qu'à lui dire, deviens chancelier, moi, von Papen, je deviendrai vice-chancelier,
Et vous allez voir, faites-moi confiance, moi je vais le faire manger dans ma main. C'est un peu ce que von Papen a l'air de nous dire. Mais pourquoi c'est absolument nécessaire? Il n'y avait pas moyen de faire une sorte de coalition anti-nazie avec un gouvernement appartenant à cette coalition? Non, Weimar n'arrive pas à réunir une majorité. Écoute bien. Premières élections législatives en 1930, le parti nazi fait 18%. Pas de majorité stable, dissolution du Reichstag. Nouvelles élections de juillet 1932, le parti nazi fait 37% et Göring, note bien, Göring devient président du Reichstag. Toujours pas de majorité stable, dissolution du Reichstag. Nouvelles élections de novembre 1932, le parti nazi fait 33%. Toujours pas de majorité stable, et cette fois von Papen lui propose, écoute, deviens chancelier, je serai vice-chancelier, et ensemble on redissout une 4e fois. Encore des élections? Et les Allemands n'ont pas marre d'aller sans cesse à l'isoloir? Et pourquoi on redissout une 4e fois? Qu'est-ce qui leur laisse penser que les résultats, cette fois, vont être différents que les 3 autres dissolutions avant? Ah, c'est du calcul. Von Papen propose ça parce qu'il se dit le pic nazi est passé. Il y avait 37% en juillet 32, 33% en novembre 32. Donc la vague nationale-socialiste est en train de redescendre. Alors, c'est un calcul stupide. Et Hitler le sait très bien. Hitler manquait de sous pour sa propagande en novembre 32. Il n'avait pas prévu qu'il y avait une autre élection aussi proche. Mais en réalité, il n'y a rien qui freine l'ascension du parti nazi. À partir du moment où von Papen accepte de donner la chancellerie à Hitler, plus rien ne pourra vraiment l'arrêter. Hitler devient donc chancelier le 30 janvier 1933 et il se présente à la fenêtre devant des partisans plus excités que jamais. Von Papen propose de faire une nouvelle dissolution avec de nouvelles élections et cette fois-ci, il va mettre la police du Reich au service de sa propagande en inventant des scandales rouges et en protégeant ses propres agitateurs. Nouvelles élections de mars 1933 pour valider la coalition, déploiement maximal de la machine de propagande de Joseph Goebbels. Alors ils ont eu combien? Le parti nazi fait 44%. Il arrive premier et de très loin. Le jeu est plié, Hitler a gagné. La suite, ça va très vite. Le fameux Parlement vote les pleins pouvoirs à Hitler. C'est ce que Hitler voulait. Obtenir une majorité et ensuite faire voter légalement la destruction de la République de Weimar. Il voulait faire les choses, en fait, dans les règles prévues par la Constitution. En prétextant que c'est la crise et qu'il faut donner donc les pleins pouvoirs à un chef, au gouvernement. Et ça, c'est tout à fait possible. La Constitution le permet. C'est une loi qu'il faut voter aux 2/3. Et il va utiliser ce stratagème pour pouvoir faire passer Weimar en dictature. Et c'est cette loi qui est effectivement votée. Intéressant ton histoire. Intéressant. Mais il y a un truc qui colle pas. Si, c'est ce qui s'est passé. Je te le dis, c'est moi le prof, faut me faire confiance. Il y a un truc qui est pas logique du tout. Mathématiquement, il y a un problème. Tu me dis le parti nazi a eu 44%. C'est beaucoup. Mais déjà, c'est pas ce que j'appelle une majorité. Bon. Mais en plus, la loi des pleins pouvoirs se vote à la majorité des 2/3. Le compte n'y est pas. Oui, ça, si tu veux, c'est parce que les communistes et une grosse partie de l'opposition social-démocrate n'étaient malheureusement pas présentes le jour de l'élection. De l'absentéisme. Et on peut savoir pourquoi? Ils se sont fait punir. Les punir de quoi? Ils ont rien fait. Les communistes aussi. Ils ont quand même incendié le Reichstag, qui a brûlé le 27 février 1933. Quand même. Le Reichstag est en flammes? Oui, l'incendie du Reichstag. Or, sur les lieux de l'incendie, la police a dégoté un petit gars à demi-idiot qui était en train d'allumer un feu. Et ce garçon s'appelle Marinus. Il était torse nu, il portait des allumettes et un peu de combustible. Dans le Reichstag. La nuit, plutôt, de l'incendie. Et devine quoi? Il était communiste. Le prétexte est tout trouvé pour que les chemises brunes sèment la terreur dans tout Berlin, et au petit matin du vote, les députés communistes sont en fait déjà internés. Quant aux députés sociodémocrates, il n'en reste plus que 94 sur 120. Et le Zentrum, faisant confiance à von Papen, décide de voter dans le sens du projet de loi. La présence bizarre de ce Marinus van der Lubbe dans le Reichstag en feu est un point assez mystérieux. Aujourd'hui, on peut dire avec certitude qu'il n'était pas à l'origine de l'incendie, car il est impossible qu'une personne seule ait pu transporter
le dispositif de mise à feu nécessaire avec tout le combustible nécessaire. Je me permets ici de vous rappeler un détail. Tout à l'heure, je vous disais que Göring était devenu président de l'Assemblée au milieu de l'année 1932. Il y avait donc une résidence de président à 3 pas du Reichstag, laquelle communiquait avec les sous-sols du Reichstag. Il ne fait aucun doute que ce sont les nazis eux-mêmes qui ont provoqué l'incendie et prévoyaient d'en accuser les communistes. La présence de ce Marinus, jeune pyromane communiste solitaire aux intentions peu claires, avec ses petites allumettes qui nous attirent presque la compassion, peut nous paraître une extraordinaire coïncidence, ou bien peut-être a-t-il été manipulé par les nazis. Quoi qu'il en soit, l'incendie du Reichstag est évidemment un coup de Göring qui s'en vantera ouvertement par la suite pendant la guerre. Bon, la loi des pleins pouvoirs, c'est bien joli, mais c'est une argutie juridique. La question qu'on va se poser maintenant, c'est comment mettre vraiment, réellement, l'Allemagne sous sa botte. Concrètement, comment la dresser et l'apprivoiser. Il va falloir mettre la laisse à plusieurs institutions. D'abord, l'armée, les églises, la jeunesse ou les organisations de jeunesse, et bien sûr, le grand capital. Tout cela sera à mettre en coupe réglée. Commençons par l'armée. C'est sans doute le point le plus important. L'armée, c'est là où se trouve le véritable pouvoir, pendant toute la période Weimar d'ailleurs, qui ne devait sa survie que parce que l'armée la protégeait. C'est pas tellement important. L'armée m'a l'air, de base, plutôt disposée à appliquer son programme, non ? Ça dépend. Si son programme c'est renégocier la paix de Versailles, braver la Société des Nations, arrêter de payer des réparations, envahir l'Autriche et chercher Noise à la Pologne, c'est un programme chargé, mais qui pourrait tout à fait convenir aux militaires. Ça, là-dessus, c'est pas là où se pose le problème. Bon, après, est-ce que Hitler se résume à ça ? Alors, il y a la question des Juifs, mais un grand historien a dit un jour que c'est un point de détail. Donc il a l'armée dans sa poche. Eh bien, non. Il n'a pas automatiquement l'armée dans sa poche. Il peut l'avoir dans sa poche à condition de faire un certain nombre de concessions, reconfigurations, réorientations. Les militaires sont des gens respectables, pas des bandits qui foutent le feu au Reichstag. Faut pas déconner. Pas des saltimbanques qui tabassent des types dans la rue sans raison. Ils ont une certaine respectabilité. C'est pas des gens non plus qui ont la culture du pogrom. Là-dessus, vous pouvez ôter cette idée parce que c'est pas vrai, en fait. Donc, ils ont une certaine respectabilité à laquelle ils tiennent, parce qu'elle est associée dans leur esprit à leur discipline, la fameuse discipline prussienne, sur laquelle l'Allemagne s'étant reposée pour pouvoir faire toutes ses acquisitions territoriales. Ce qui nous amène à cette vérité importante, jamais, au grand jamais, l'armée ne va intégrer les SA dans ses rangs. Si c'est ça ce qu'attend Hitler, il se met complètement le doigt dans l'œil. Parce que pour eux, les SA, c'est des bandits. Ils les ont vus. C'est des déchets de la société, des types violents, asociaux, crétins, psychopathes, pervers, assassins, révolutionnaires socialistes pour certains d'entre eux. Et oui, pour ne rien arranger, des homosexuels. Oui, parce qu'il paraît que l'homosexualité fait partie des traditions vénérées des SA. Et à mon avis, c'est pas mal un reliquat des années qu'ils ont passées dans une certaine promiscuité masculine, que ce soit les tranchées ou la prison. Bref, de toute façon, vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est plutôt un fait. Or, les SA, au départ 20 000, sont devenus 500 000 hommes, et bientôt ils vont atteindre plusieurs millions, si ça continue. Et évidemment que tous ces hommes aspirent à un rôle militaire. Ah, ils vont vouloir s'intégrer à l'armée. Et plus que l'intégrer, ils voudraient devenir une armée révolutionnaire. Et ça faisait doucement rigoler les Generalfeldmarschall. Je peux vous dire qu'en douce, ils se marraient. Les gars, il y a une rumeur qui dit que le nouveau chancelier, là, il va remplacer la garde prussienne par un nouveau corps spécial composé de 60 000 sodomites. Bon, l'humour militaire allait bon train, et ce qu'on comprend, c'est que l'armée ne veut pas de type pareil dans ses rangs, en fait. L'armée est précisément pensée pour recaler les éléments nuisibles et ne garder que les gens qu'elle pense capables d'obéir. Et une raison supplémentaire à ça, qui n'est pas négligeable, c'est que les SA tardifs ont beaucoup dans leur rang des chômeurs, qui sont tombés dans le parti nazi en espérant qu'il prendra des mesures anticapitalistes. Et donc, il y a beaucoup de SA qui voulaient une seconde révolution
Et ça, pour une armée qui est en grande partie composée de junkers, de possédants, si vous voulez, avoir une sorte de nouveau coup des rouges par ce biais-là, c'est une très mauvaise chose. Ils ont peur qu'on leur ponde une réforme agraire à la con, ce qui leur pend au nez, à vrai dire. Mais alors Adolf Hitler doit faire un choix. C'est les chemises brunes ou l'armée régulière. Il faut choisir. S'il choisit les SA, il devra faire une révolution socialiste et perdre l'appui de l'armée et des possédants. S'il choisit l'armée, il pourra infiltrer le Reich, mais par contre, il perdra ses gangs dans la rue. T'as tout compris. Mais qu'est-ce qu'il va choisir? C'est vrai ça, dilemme difficile, oulala, mais que choisir? Une armée du Reich qui hérite d'une tradition millénaire de discipline et d'ordre et d'efficacité pluriséculaire, et cette bande de troupiers débiles bons qu'à se bagarrer et à faire des trucs pas très catholiques. J'hésite. Bon, évidemment, Hitler ne va pas non plus hésiter 1000 ans. Il sait très bien que c'est pas avec les SA qu'il va réaliser sa véritable ambition, qui est de conquérir le monde. Il a besoin de types compétents. Et malgré toute l'estime qu'il a pour Ernst Röhm, le chef des SA, qui est un ami proche, un des rares hommes qu'il a tutoyé, un véritable ami pour lui, il sait très bien qu'il ne vaut pas un Ludendorff et qu'il faut être un petit peu raisonnable. Et donc, après avoir tergiversé sur les méthodes à employer, il décide de se débarrasser de ses soutiens de la première heure, devenus désormais inutiles, voire gênants. La nuit des longs couteaux, 30 juin 1934, ainsi appelle-t-on une nuit d'assassinats multiples visant à homogénéiser les objectifs du parti. Hitler débarque en personne en Bavière et il est accompagné de SS. Ah oui, attends, parce que SS et SA, c'est pas la même chose. Non, les SA, c'est les sections d'assaut qui sont sous sa direction. Ah oui, SA, section d'assaut. Ah oui, d'accord, j'avais jamais capté que ça venait de là. Ben, ça vient de là, en fait. Ça vient pas tout à fait de là, parce que c'est pas section d'assaut SA. Sturmabteilung, Sturm, assaut, Abteilung, la section. D'accord, c'est inversé. Ce sont les chemises brunes, la force de la rue, au tempérament révolutionnaire, et parfois un peu socialisant sur les bords. Ils sont très proches de ce que peut être le parti fasciste italien, en fait. Mais en plus de cela, Hitler a une garde rapprochée, les SS, ce qui veut dire Schutzstaffel. Staffel, c'est l'escadron, Schutzstaffel, l'escadron de protection, dirigé par un certain Heinrich Himmler, dont on va peut-être un petit peu reparler. Donc tu vois que les deux logiques n'ont rien à voir. Les SA sont au service d'une révolution, une révolution fasciste, et les SS, eux, ont fait allégeance à une personne, le Führer. Les SA viennent de la rue, des milieux populaires, des chômeurs et des bagarreurs, comme on dit, tandis que les SS viennent de milieux estudiantins et plutôt éduqués. Les SS, ce sont des gens souvent décrits comme un petit peu pédants, tu vois, remplis de références intellectuelles douteuses sur le racisme scientifique. C'est le genre de gars qui a sérieusement lu et planché sur Gobineau, Houston Chamberlain. Et ils auront par la suite de drôles de loisirs, type fouilles archéologiques en lien avec le passé germanique. Bref, rien à voir, c'est vraiment deux mondes très très différents. Or, en se débarrassant des SA, il renforce les SS. Ça, c'est naturel. Donc les SS rentrent dans l'appartement à Munich où Röhm dormait, avec son amant. On l'enferme dans une pièce avec un revolver. Ernst Röhm aurait refusé de se suicider en disant « Si je dois être tué, qu'Adolf le fasse lui-même ». Les SS entrent ensuite dans la pièce et finissent le travail. Pendant la nuit des longs couteaux, c'est pas uniquement les SA dont on se débarrasse. En fait, on assassine tout ce qui pourrait contrarier les objectifs du parti, une opposition interne ou proche, en tout cas conservatrice. C'est cette nuit-là qu'est assassiné le général von Schleicher et sa femme, celui qui avait essayé de préférer Gregor Strasser à Hitler pour la chancellerie. Et c'est aussi d'ailleurs cette nuit qui a tué le fameux Gregor Strasser lui-même, épuration de l'aile sociale du parti nazi. Franz von Papen voit son bureau totalement vandalisé par une escouade de SS. Il va s'en tirer, terrorisé, et ce jour-là, il deviendra un bon toutou qui participera très cyniquement à l'Anschluss comme diplomate. Plus tard aussi, a retrouvé le corps de Gustav von Kahr. Vous savez, cet ancien ministre de Bavière qui a été pris de court par le putsch de la brasserie et qui n'a pas voulu obéir à son preneur d'otages. Son corps a été retrouvé dans une mare dans la campagne près de Dachau. C'est aussi pendant la nuit des longs couteaux que meurt le prêtre défroqué Stempfle, un prêtre qui avait participé à l'élaboration de Mein Kampf, est versé aussi le sang
d'une grande figure de la révolution conservatrice, Edgar Julius Jung. C'est la première grande vague d'assassinats en Allemagne, les SA sont éliminés et l'armée est rassurée. C'était le but d'ailleurs, rassurer l'armée. L'armée se dit qu'elle a ici un argument pour faire confiance à Hitler. Cela dit, elle est un petit peu abasourdie par les méthodes employées, je vous le cache pas. C'est la première fois qu'elle voit une vague d'assassinats de ce type, et elle sait pas que c'est certainement pas la dernière. Vous vous souvenez la dernière vidéo où je posais la question « Hitler est-il de gauche ?» Ouais, je m'en souviens bien. T'avais dit que la question était mal posée. C'est ça. Bon, il y a une chose que j'avais pas expliquée, c'est que certaines personnes sont convaincues que le Troisième Reich est socialiste. Le raisonnement est le suivant. Sous le Troisième Reich, il n'y a pas de liberté du marché. L'État fixait les prix, les salaires, orientait les investissements et planifiait la production à grande échelle. Les travailleurs étaient récompensés de leurs efforts, on leur paye des loisirs, on leur donne accès à la culture. Et cette politique culturelle est suffisamment ambitieuse pour qu'on puisse la comparer à ce qui pouvait se passer, je sais pas, sous la Yougoslavie de Tito par exemple. Dès lors, comment s'étonner que le parti soit dit socialiste jusque dans son nom ? Économiquement, c'est un régime soviétique. Voilà donc la logique qui peut, en fin de compte, emmener des gens à dire que Hitler est de gauche. Alors personnellement, je n'y crois pas un mot, mais je l'ai souvent entendu. Or, de l'autre côté de l'analyse, on trouve tout un tas de commentateurs, pas forcément marxistes d'ailleurs, mais généralement plutôt anticapitalistes, faire l'inverse, associer le nazisme et le grand capital de façon à les présenter comme les deux facettes d'une même pièce. Je te ressors pas le livre de Chapoutot, Libre d'obéir, où il va nous chercher un officier SS, Reinhard Heune, pour nous démontrer que le nazisme est le créateur du management des entreprises actuelles. Sans aller jusqu'à cette thèse assez osée, on sait tous que certains grands patrons ont financé l'essor du parti, dont Thyssen, de la même façon que de grands industriels italiens finançaient le parti fasciste en Italie, et que les grandes fortunes industrielles font florès pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Ok, d'un côté le nazisme est socialiste, et de l'autre, le nazisme est capitaliste. Bon, qui a raison ? Alors ce débat, il est insupportable. Il est insupportable parce que c'est un débat entre idéalistes, c'est un débat de philosophes, pas un débat d'historiens. Tu as des philosophes qui croient que le libéralisme est la seule façon viable de faire de l'économie. Et comme Hitler ne rentre pas dans les cases du libéralisme, on va l'accuser d'hypertrophier l'État, et donc d'être soviétique, d'être de gauche, pour reprendre ma vidéo. Et à l'inverse, vous avez des autres qui croient que le socialisme est l'achèvement, le parachèvement de l'humanité, et donc tout est bon pour faire du nazisme un certain état du capitalisme. Le capitalisme dans sa phase impérialiste, comme on dit souvent, ce qui permet par ricochet de condamner le grand capital en lui mettant la Shoah sur le dos, si vous voulez. C'est tout à fait ce genre de raisonnement qui m'avait fait écrire la dernière vidéo où je prends mes distances avec ce type de vocabulaire politique. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce qui me gêne dans ces deux discours, et vous allez voir, c'est quand même pour moi assez important. En fait, quand les libéraux disent « Regardez Bou, il est de gauche par sa planification économique », la première chose que j'ai envie de leur répondre, c'est « Mais c'est pas parce qu'il est de gauche qu'il fait ça. C'est parce qu'il est en guerre. » Le Royaume-Uni fonctionnait pareil pendant la guerre. On suspend les principes du libéralisme pour l'effort de guerre. Et tout le monde sait, et on va le repréciser un peu plus tard, qu'une économie en temps de guerre est dans un état extrêmement anormal. Ce qui est marxiste, ce n'est pas tant l'hypertrophie de l'État, qui existe en temps de guerre. Ce qui est marxiste, c'est l'hypertrophie de l'État, y compris en temps de paix. C'est même ça qui est le propre du marxisme. Parce que sinon, comme je vous disais, alors là, si tous les pays qui sont entrés en guerre totale, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, étaient taxés d'être soviétiques, et ben voilà, tout le monde le serait, en fait. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que les libéraux donnent ici un argument qui risque fort de se retourner contre eux. Parce que, oui, Hitler a planifié, oui, il a fait une planification indicative, il n'est pas libéral pour un sou, mais vous savez quoi, ça a plutôt bien marché. Sur le plan économique, c'était plutôt une qualité de son gouvernement, et non une tare à dénoncer. Écoute ce que dit par exemple l'historien François-Georges Dreyfus. Quoi que puissent penser certains, le bilan socio-économique de la politique hitlérienne est globalement positif.
En 12 ans, le Troisième Reich a su faire repartir l'économie allemande avec des résultats incontestables. Le produit intérieur brut du Reich passe de 148 milliards de dollars en 1933 à 273 milliards en 1944, soit un rythme de croissance 189%, très supérieur à celui du Royaume-Uni, 147% pendant la même période. Oui, mais ça c'est à cause du réarmement. Oui, c'est le réarmement qui a permis ça. C'est Hjalmar Schacht qui a réussi à sortir de la crise, la fameuse crise de 29 dont on parle tant, en dopant l'économie avec le réarmement. Mais un réarmement, si tu veux, c'est un peu comme une politique de grands travaux. L'État crée une atmosphère propice à stimuler les entreprises. Et ce que Hjalmar Schacht a fait avec le réarmement, d'autres nations vont le faire dans d'autres contextes. Les Français avec la reconstruction d'après-guerre, par exemple. Les 30 Glorieuses. Oui, on planifiait. Oui, il y a un plan quadriennal à l'époque du Troisième Reich. De la même façon qu'il y avait une planification à l'époque des 30 Glorieuses. C'est la même logique. L'État oriente la production, mais il ne prétend pas détenir la vérité économique. Il laisse quand même une certaine liberté aux acteurs privés, évidemment. Et les soviétiques, ils font pas ça. Ah bah non, les soviétiques, eux, c'est une planification impérative. Les directives, les prix et les salaires fixés par le parti, dans le cadre des fameux plans quinquennaux, ne sont pas discutés, ils sont appliqués sous peine du goulag. Et de plus, il y a destruction de la propriété privée. D'accord ? Donc planification impérative, destruction de la propriété privée, deux choses que Hitler n'a jamais envisagées. Moi, je me bats pour que le mot socialisme soit utilisé dans son sens historique, c'est-à-dire la socialisation des moyens de production. Il implique une planification impérative, il implique la fin de la propriété privée, d'accord. Mais moi, c'est dans ce sens-là que je l'emploie. Et si je l'emploie dans ce sens-là, non. Le mot national-socialisme est impropre, il n'y a pas de socialisme dans la doctrine d'Hitler. Mais vous voyez bien que cette critique que je fais, elle va valoir aussi pour tout un tas d'autres mouvements qui se sont prétendus socialistes dans l'histoire. On pense par exemple au socialisme arabe, au socialisme dans toute une partie du tiers-monde, vous aviez des courants qui se prétendaient socialistes, mais en fait qui ne réclamaient que le côté émancipateur du mot sans forcément l'associer à un système économique propre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va parler en fait d'un État qui est très volontaire en économie, qui montre l'exemple d'une économie ultra dynamique et qui stimule la production par une activité débordante. Mais il ne faut pas perdre de vue que cette activité débordante, elle se fait en vue d'un réarmement extrêmement nocif pour le futur européen. Bon, ok, je vois l'idée. Donc là, tu as répondu aux libéraux qui disent que Hitler est de gauche, mais que réponds-tu aux marxistes qui accusent Hitler d'être un agent du capital ? C'est autre chose, ça. Pour moi, ils se tirent tout autant une balle dans le pied, toujours pour la même raison. Ils attaquent le Troisième Reich sur le seul domaine où il a été plutôt habile, sa subtilité économique. Peut-être que Hitler était hyper doué en économie. Pas du tout. Hitler, c'était un cancre. Il était incapable d'avoir un discours rationnel sur ce genre de sujet. Je pense que l'économie l'ennuyait profondément. Mais du fait même de son incompétence, il l'a délégué à Hjalmar Schacht, qui s'est occupé de l'économie avec brio. Politiquement correct ou pas, l'économiste du Troisième Reich excellait dans son domaine, et par conséquent, il a une grande responsabilité dans la puissance allemande en 1939. Pour tout vous dire, il semblerait que Schacht finissait par s'effrayer du pouvoir qu'il avait donné à cet individu qui lui inspirait beaucoup d'antipathie et qui finira par l'écarter de façon ingrate. Bon, revenons à la critique que tu faisais. En général, la tarte à la crème dans ce genre de discussion, c'est de dénoncer les donations que les grands capitalistes ont faites à l'endroit du parti nazi. Cette dénonciation permet de montrer que le capital, avec un C majuscule, au sens où l'entend la doctrine marxiste, et le nazisme ont des intérêts convergents, puisque ces investissements en témoignent. Dans l'esprit marxiste, tout financement par le capital doit être le corollaire d'une convergence d'intérêts, au sens historique du terme. C'est l'infrastructure qui gouverne la superstructure. Ce dogme absolument central paraît très intuitif, ainsi j'ai reçu plusieurs commentaires sous ma dernière vidéo qui m'ont chapitré pour m'expliquer que la droite se définit elle-même par ce financement, ou même qu'elle n'existe que par effet de cette perfusion. Inutile de vous dire que je n'ai pas eu à chercher très loin pour trouver des contre-exemples. Mathieu Pigasse. Ah. Vous voyez qui c'est, Mathieu Pigasse? Le propriétaire de Nova. Oui. Ah, il est très riche, Mathieu. Avec son argent, il achète une radio. Et dans sa radio, il met que des gens qui disent qu'il faut prendre leur argent aux gens qui sont très riches. Venu dans l'émission, j'ai demandé à toute l'équipe, j'aurais dit comme ça, j'ai dit mais il est sympa Mathieu Pigasse. Et tous en même temps, ils m'ont répondu ouais franchement il est sympa. C'est la première fois que je vous voyais valider aussi vite l'existence d'un milliardaire. Personnellement, et même si Hitler a eu besoin des chèques de Thyssen, ça ne fait pas de doute,
sans lequel est-ce qu'il aurait gagné cette élection en 1933? C'est pas si sûr. Toutes les familles politiques espérant faire une belle campagne sollicitent de tels financements, sociodémocrates, libéraux, catholiques, nationalistes ou fascistes. Et là encore, certains me citeront le banquier Olof Aschberg qui finançait Lénine, et le Second Reich qui finançait Lénine aussi, soit dit en passant. Doit-on en déduire qu'ils partageaient les mêmes intérêts de classe? Je vous laisse méditer là-dessus. Quoi qu'il en soit, et tant mieux pour leur trésorerie, tous les capitalistes allemands de l'entre-deux-guerres ne s'appellent pas Pigasse, et l'idée d'un dépouillement général de leurs richesses ne les fait pas encore pleurer de joie. En effet, beaucoup d'entre eux sont à la recherche d'un candidat pour barrer la route à un bolchevisme déjà bien dangereux et qui a déjà fait bien des morts en Russie. Il y a une telle peur de la rue chez les grands patrons que voir une contre-force venant de cette même rue est quelque chose d'un peu inespéré. Pour moi, la question c'est plutôt, est-ce que ce placement est un bon placement? Pour moi, c'est ça la question centrale finalement. Et la réponse, elle est évidemment complexe, comme souvent les problématiques en histoire. Financer un parti fasciste, c'est à la fois avantageux et périlleux. Parce que, au fond, ce qu'annonce le fascisme, c'est la guerre. La guerre internationale, la guerre mondiale. Est-ce que la guerre va t'enrichir? Alors, si tu as une entreprise qui vend des biens de consommation superflus, ou qui fait florès dans l'aviation civile, ou le tourisme, là tu vas trinquer. La guerre, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Si ton entreprise est dans la sidérurgie et la chimie, alors là, au contraire, tu vas probablement t'enrichir. Et effectivement, les grands empires industriels allemands, c'était de la sidérurgie, et c'était de la chimie. Oui, dans une certaine mesure, bien sûr. Mais il ne faut pas en déduire que c'est une position tranquille. La guerre, c'est d'abord la perspective d'un effondrement, d'une défaite, d'un pillage, de bombardements sur les usines. C'est la période instable par excellence. C'est une période où tu peux te réveiller en sueur tous les matins. Est-ce que le capital, pris dans son ensemble, comme aiment le faire les marxistes, rêve de cette situation? Certainement pas dans l'absolu. Parce que ce qui les inquiète plus encore, ce n'est pas la perte en avoir, c'est la perte en pouvoir. En effet, l'État fasciste risque de devenir gros. Il va même devenir très gros. Les États en temps de guerre, qu'ils attaquent ou qu'ils se défendent, deviennent hypertrophiés. Ils deviennent très gros. Or, plus ils grossissent, plus ils confisquent, plus ils nationalisent, plus ils taxent, plus ils planifient, plus ils rationnent, plus ils contingentent, plus il est violent envers les faits de spéculation, plus il mobilise les ouvriers pour les envoyer au front, plus il réquisitionne les usines, plus il exproprie, et crois-moi, en bout de course, je peux te dire que le fameux Fritz Thyssen, le plus gros des donateurs de Hitler, a bien regretté son chèque, et il s'est enfui en France d'ailleurs, dès qu'il a compris que cette guerre ne relevait pas du bluff, et que l'invasion de la Pologne allait bel et bien avoir lieu. Nous arrivons au terme de cette vidéo, nous n'avons pas parlé d'un certain nombre de sujets, la remilitarisation du Rhin, les lois de Nuremberg, etc. C'est normal, on en reparlera sur la chaîne en temps et en heure quand ces choses auront plus de sens. Le dernier sujet que je voudrais donc aborder, ce sont les Jeux Olympiques de Berlin, parce que nous parlons de la montée du nazisme. Non pas une élévation diplomatique, la façon dont Hitler rétablit une Allemagne en position de force, sinon là, évidemment, je vous aurais laissé sur les accords de Munich. Mais non, le paroxysme de cette montée du nazisme, si on la comprend comme une adhésion des cœurs, et même des corps, mouvoir les corps, que ce soit en se rendant physiquement dans les grandes réunions du parti, qui sont pour ainsi dire mises en scène, et théâtralisées par l'architecture d'Albert Speer, ou alors en participant comme athlète ou comme supporter à ce manifeste de la race germanique qu'ont été ou qu'ont voulu être les Jeux Olympiques de Berlin. Et là, si vous êtes cultivé, un nom doit immédiatement vous passer par la tête. Je pense que ce nom est très important car il est tout à fait révélateur de ce que fut l'adhésion sincère et la fascination qu'a pu exercer le charisme hitlérien sur des générations d'hommes et de femmes. C'est un nom que personnellement je connais bien, pour ma part je l'ai croisé pour la première fois quand je travaillais sur le Soudan en début d'année. Je rappelle que j'ai fait une série sur le Soudan dans tous ses aspects et je n'ai pas manqué de tomber sur cet album, qui est arrivé d'ailleurs par la poste chez moi hier matin, j'ai décidé de l'acheter, Leni Riefenstahl.
une photographe qui est allée à la rencontre de ces populations dans les années 1970. Oui, Leni Riefenstahl aimait la beauté, et j'ai envie de dire tout est dit, elle aimait la beauté, elle aimait la danse, elle aimait la nature, elle était allemande dans le sens le plus naturaliste et le plus romantique de ce terme, et cette femme, qui est un pur produit de la culture germanique pour moi, a été contaminée, comme on me dira ironiquement plus tard, par le magnétisme du Troisième Reich et de la personne de Hitler en particulier. Hitler a vu chez elle une propagandiste de talent qu'il fallait impérativement utiliser. Il faut savoir qu'à l'époque, elle n'est pas photographe, elle est réalisatrice de films, et il lui fait 2 commandes très célèbres, Le Triomphe de la Volonté et Les Dieux du Stade. Tout est dit, je crois. Les grands rassemblements nazis à Nuremberg, les grandes mises en scène, les chants militaires, les foules émues, l'architecture symbolique et les aigles impériaux. Si vous cherchez à comprendre l'attraction que le nazisme a pu exercer sur le peuple, allez voir Le Triomphe de la Volonté, c'est vraiment le meilleur témoignage qu'on ait à notre disposition. Vous allez aussi découvrir la gestuelle du Führer, son expression orale, vous allez pouvoir examiner son visage de près quand il parle, et c'est assez intéressant. Et devant le succès évident de ce reportage, ensuite en 1936, ont lieu les Jeux Olympiques, dont elle tirera avec brio les dieux du stade. On sait que l'Allemagne nazie a sa propre politique artistique. Ce régime s'efforçait de retrouver un art plus naïf, plus proche de l'épopée, plus homérique, en un sens, et ne se retrouvait pas du tout dans les évolutions artistiques qui avaient eu lieu sous la République de Weimar. En effet, c'était l'âge d'or à l'époque de l'expressionnisme allemand, porté par des peintres comme Otto Dix, qui avait peint le triptyque La Guerre, ou encore les joueurs de skat. Ces œuvres furent interdites, pas seulement parce qu'elles représentaient un art dégénéré, mais parce qu'elles montrent la guerre telle qu'elle est vraiment. Dans les joueurs de skat, on voit surtout 3 gueules cassées, particulièrement laides, justement parce que la guerre ne peut laisser que du lait sur les visages. Les soldats ont l'air non pas occupés à tuer l'ennemi, mais plutôt à tuer l'ennui. L'héroïsme n'y figure que sous la forme d'une simple croix de fer perdue quelque part sur une poitrine brisée. Il va de soi que cette représentation très horrifique et volontairement hideuse de la guerre ne peut répondre aux attentes du bellicisme hitlérien, mais elle ne correspond pas non plus à sa démarche esthétique, où l'héroïsation du corps allemand est un enjeu de propagande raciale. Dans ce contexte, une âme aussi authentiquement artiste comme celle de Leni Riefenstahl eut l'impression de retrouver dans le nazisme la beauté naturelle qu'elle recherchait. Et Hitler, à travers les rassemblements de Nuremberg, puis les Jeux Olympiques, lui fournissait matière à sa contemplation. Et disons-le tout net, elle n'était pas la seule en Allemagne à être heureuse de cet honneur retrouvé. Prenons les Allemands de l'entre-deux-guerres tels que nous les avons sentis dans cette vidéo. Ils étaient traversés par une frustration. Leur corps et celui de leur père, ils en avaient fait sacrifice pendant la précédente guerre, j'oserais même dire, pendant ce premier holocauste, qui leur avait valu tant de larmes vides et sans réponse, ce premier voyage dans les tranchées, cette première descente dans le tombeau, et ils en étaient sortis en proie au doute et à l'embarras. Ils ne ressentaient pas assez de gloire pour se satisfaire d'eux-mêmes, mais pas assez de honte pour piétiner leur casque. Ils vivaient dans un temps intercalaire, et le bolchevisme, qui leur semblait vouer une haine à tout ce qui est un peu élevé, un peu unique, un peu supérieur, semblait les prévenir de leur future disparition. Plus les Rouges attiraient l'Allemagne dans leur gouffre, plus les Allemands revendiquaient le droit des hommes de ne pas être égaux, le droit d'être supérieurs. Ce n'était pas un appel au traitement équitable, mais bien un appel à reconnaître le droit du plus fort. S'ils avaient perdu la guerre, c'était parce qu'ils avaient retenu leur coup, c'est parce qu'ils avaient laissé les vauriens et les lâches décider à la place des meilleurs. Ils étaient les meilleurs, et les faibles avaient eu raison d'eux, par les armes médiocres, qui sont le lot de tous les faibles, c'est-à-dire les bons sentiments, la bonne foi, la compassion, les hésitations, les cas de conscience. Et une fois la volonté du grand homme entrée en sommeil, le fameux coup de poignard dans le dos. Aussi, le jour où s'ouvraient les Jeux Olympiques de Berlin, les Allemands avaient l'impression de retrouver une fierté. Enfin, on les autorisait à dire la vérité, ce qu'ils sentaient au plus profond d'eux-mêmes. Notre corps ne peut pas être si vil et infâme que ce que l'on a dit. Regardez comme il rayonne. Pourquoi l'avons-nous privé de son trophée? Qui nous a trompés à son sujet? Il venait de tomber dans le piège le plus allemand qui soit, le romantisme du corps. Pour un peuple comme les Allemands, éloigné du droit romain et du catholicisme latin, c'est-à-dire éloigné des liens spirituels qui enserrent ce corps
et lui impose une continuelle répression, le corps germanique dans sa matière même était le présent d'une nature en friche. Les Germains se tiennent derrière le limès, race étrange, parce qu'elle vient du dehors, du séparé de Rome par la Réforme, de l'Europe latine par cette langue gutturale et sonore, cette langue de la forêt, au-delà du limès. Debout derrière ce rempart, il y avait ce corps blessé qui attendait de revenir à la vie. Et dans cette contrée, la vie, c'est la guerre. Là-bas, le romantisme du corps est presque toujours un romantisme de la guerre. Que maudite soit la guerre. Les hommes qui la font donnent de la vie à leur corps jusqu'à ce que tous les êtres deviennent leur nourriture. Et ils invitent les vivants de la terre à boire ensemble dans la rivière de sang, dangereusement ivre de la mort toujours proche, et qui finit un jour par les étreindre, fidèle à sa secrète pudeur, sans jamais rompre son honorable magie. Cette vie existe, oui, mais elle n'est pas éternelle. Ce corps ne leur sera jamais rendu, pas même par la résurrection des corps. Ces chevaliers-là ont pris en haine ce corps qui nous est redonné sans tache et sans cicatrice, dans cet autre monde, le paradis, qui ne sera déjà plus l'Allemagne, dans une gloire qui ne sera pas une épopée. Ce corps glorieux, ils le veulent dès ici-bas. Ils ne le retrouveront pas une deuxième fois. Ils veulent être enterrés avec leur uniforme, poitrail musculeux, étendard rougeoyant, épaules hautes et mains à droite, mollets fermes, rire viril, épaulettes à cordon, drapeaux en berne, képis solides, visage impavide, sainte colère et glaive de justice, muscles tendus, et l'eau claire qui coule sur les joues assombries du compagnon survivant. Oui, oui qu'il est beau, le corps d'en haut, celui de l'athlète, celui du guerrier. Mais je dois vous prévenir, en bas, dans la fosse, dans la pénombre, il y a un autre corps, le corps resté dans le baraquement, le fantôme fouetté, humilié, torturé, lacéré, le corps qui boite et qui empeste l'odeur de la sueur, de la boue et de la pluie, celui qu'on a déshabillé et qui vibre maintenant au rythme d'une vieille roue, la brouette des corps livides, la chose ébréchée, éborgnée, expurgée de tout ce qui est principe humain, entassée par groupes de 10 ou de 100 dans des cellules moites et à qui on n'a seulement pas réussi à arracher son visage. Ces pauvres dépouilles aux yeux exorbités, ces ossatures désarticulées, sur lesquelles se tend une mince couche de peau verte et qui vit encore pourtant, qui nous fixe depuis le plancher et qui nous regarde de son regard d'homme. Ils ont fait l'éloge du corps glorieux. Qui glorifiera le corps douloureux, le corps qui est resté dans le baraquement pendant que l'autre vit son triomphe? Qui posera sur cette face tuméfiée un suaire de soie blanche? Qui pensera au corps abîmé? Qui glorifiera le corps d'en bas? Qui sanglotera devant la croix anonyme et qui mouillera de ses larmes le lieu de la dernière retraite? Qui glorifiera le corps crucifié par les guerres que nous nous sommes faites?